Alors bonjour Alexis. On s'était déjà vu sur la chaîne Le Grand Virage pour le premier documentaire. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu serais capable de te présenter un petit peu qui tu es? Absolument. Alors, donc, je suis Alexis Sédou, je suis historien et archéologue. Actuellement, je suis en thèse en histoire à l'Université de Poitiers. Je travaille sur le Haut Moyen-Âge. Et puis en archéologie, je travaille sur l'archéologie du bâti. Et je suis également vice-présidente de l'ALDA, donc l'association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie, qui travaille justement sur la pseudo-histoire, à débunker les faux en histoire ou les idées qui sont fondées sur rien et qui germent sur un certain nombre de sujets. D'accord. Donc aujourd'hui, nous allons traiter un petit peu du sujet de Rennes-le-Château. Peux-tu nous présenter un petit peu cette histoire brièvement? Oui, tout à fait. Alors, Rennes-le-Château, c'est d'abord un lieu, hein, c'est un petit village dans l'Aude, dans lequel un abbé, l'abbé Saunière, a été curé de 1885 à presque la Première Guerre mondiale. Et les rumeurs montrent qu'il aurait trouvé des choses particulières et qu'en tout cas, il se serait abondamment enrichi, suffisamment pour faire construire sur ce tout petit village, hein, c'est un village qui fait moins de 400 habitants à l'époque, hein, perché dans une région assez pauvre de l'Aude, eh bien, il aurait eu les moyens suffisants pour rénover l'église, se faire construire une cure de manière un peu plus importante, et il aurait opéré un certain nombre de travaux importants. Donc, à l'époque, les gens ont été très étonnés par cette fortune soudaine. Et puis, l'histoire est, après sa mort, il est mort en 1917, hein, l'histoire est un peu tombée dans l'oubli, jusqu'aux années 50 où elle a ressurgi. Et l'histoire de Rennes-le-Château est devenue le centre de légendes touchant plein d'éléments de l'histoire, de la grande histoire, si je puis dire, hein, que ce soit la succession mérovingienne, la présence des Visigoths, le trésor de Blanche de Castille, les Cathares, les Templiers, et au-delà. Voilà, donc c'est ça un peu le noyau de l'histoire. Euh, Très rapidement, un certain nombre d'auteurs s'en sont emparés et ont écrit des ouvrages dessus, notamment celui qui fonde un tout petit peu le centre, Gérard de Sède, qui a écrit un livre sur l'or de Rennes, et ça a donné lieu à des diverses évolutions, évolutions qui ont été très loin, avec des écritures notamment d'un groupe d'anglais autour du Graal, Saint Graal, comme étant originaire ou en tout cas localisé dans le secteur. Cette étude ayant abouti à un roman mondialement connu, le Da Vinci Code, et à un film qui est derrière. Donc voilà, en gros, l'histoire de Rennes-le-Château, c'est l'enrichissement d'un curé qui devient une histoire de légende absolument gigantesque et qui aboutit à un best-seller extraordinaire. En gros, deux personnes se sont enrichies, Dan Brown et la Bessonnière, c'est assez intéressant, au début et à la fin de la chaîne. Donc du coup, on sait que c'était ce curieux abbé fait soi-disant fortune très rapidement. Et on sait que donc Gérard de Sède arrive avec son livre L'or de Rennes, crée un tout nouveau débat, une nouvelle quête pour cet abbé, ou en tout cas sur l'histoire de l'abbé. Mais on sait que Gérard de Sède, avant d'arriver à Rennes-le-Château, avait écrit un livre qui s'appelle Les Templiers sont parmi nous, où il y avait déjà une histoire de trésor. Tout à fait. Alors, on est dans les années 60. Gérard de Sède est un journaliste, un écrivain qui cherche à créer le mystère. Et donc, il s'empare de sujets qui paraissent à l'époque mystérieux. Les Templiers, c'est un sujet dans les années 50-60 qui revient beaucoup à la mode. Il ne faut pas oublier que à l'époque, Maurice Druon a publié Les Rois Maudits, donc il remet en place l'histoire des Templiers comme étant les, les derniers brûlés par Philippe le Bel et qui ont maudit le roi et sa génération, et on fait ressortir l'idée que les Templiers auraient un trésor fabuleux qui serait caché. Et dans ce livre sur l'ordre des Templiers, Gérard de Sède essaie de nous montrer que ce trésor se trouverait dans un château assez connu, assez étudié en histoire, hein, qui est le château de Gisors, hein, dans le nord de la France, et va, s'appuyant sur des rumeurs, des idées, notamment des personnes qui gardaient le château, hein, eh bien de montrer que ce trésor existe,
Alors, le livre essaie de démontrer l'existence de ce trésor, nous explique comment les Templiers, au moment de leur arrestation en 1307, auraient réussi à cacher ce trésor, auraient réussi à le concentrer là, à le transporter, que ce trésor serait fabuleux parce que les Templiers seraient des banquiers extraordinaires qui auraient absolument tout l'argent du monde. Assez rapidement, l'histoire s'est dégonflée parce que après quelques fouilles sauvages, il y a eu des fouilles plus complètes qui ont été faites. Alors, des fouilles qui ont été faites par des unités du génie de l'armée, donc pas des archéologues complets, mais qui ont ouvert les souterrains et qui ont montré qu'il n'y avait absolument rien et aucun trésor des Templiers, et que de toute façon, ce château de Gisors n'appartenait pas du tout au temple, qui n'a pas réellement de château. Enfin, c'est des commanderies, le système des Templiers est assez différent. Et donc, du coup, enfin, sur cette base sur la base de ce livre, on nous raconte que l'un des derniers des Templiers se serait enfui de Paris avec des roulottes, qui était censé rejoindre, je crois, la Bretagne, et qui en fait se serait arrêté à Gisors pour justement cacher ses trésors. Historiquement parlant, qu'est-ce qu'on a comme trace pour étayer ces propos? Alors, aucune. Aucune. D'abord parce que les Templiers ne sont pas des banquiers au sens strict du terme. C'est-à-dire que ce sont des gens chez qui on dépose de l'argent. Et on dépose de l'argent chez les Templiers pour deux raisons. La première, c'est que c'est un ordre monastique. Donc c'est un ordre sûr, c'est quelque chose qui est pérenne. Les ordres monastiques sont théoriquement faits pour durer pour les siècles. Et puis, c'est également un ordre militaire, donc il a de quoi conserver ce trésor. Et notamment, le roi de France, Philippe le Bel lui-même, a confié la garde du trésor, une partie de la garde de son trésor aux Templiers. Mais ça ne veut pas dire que c'était des banquiers qui manipulaient l'argent. Donc ça déjà, on ne peut pas dire que les Templiers avaient un trésor extraordinaire, c'est quelque chose qui est déjà une invention en soi. Ensuite, imaginez qu'en une nuit, on déplace des tonnes et des tonnes d'or. Alors, un trésor au Moyen-Âge, au début du XIVe siècle, hein, c'est évidemment des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, sous forme de pièces de lingots, mais c'est beaucoup d'autres choses. Hein. C'est aussi souvent des parchemins, des textes, des reliques, par exemple. Hein. Donc imaginez qu'on les prenne du temple, donc à Paris, qu'on les déplace à Gisors dans des roulottes, c'est très difficile à concevoir. D'abord parce que les routes sont très mauvaises à l'époque, le poids est extrêmement lourd, et que depuis le XIIe, XIIIe siècle, des déplacements d'or de cette dimension-là ne passent pas inaperçus. On les aurait vus. Hein, il y a des péages à passer, il y a des tons-lieux à passer, il y a des ponts à passer, et que de toute façon, on ne déplace plus l'or à cette époque. On déplace des lettres de change, à la limite, mais on ne déplace pas l'or. Donc, imaginez que, comme ça, en une nuit, on aurait vraiment rassemblé suffisamment de chariots, suffisamment de bœufs, qu'on aurait réussi à passer inaperçu. Parce que, bon, les routes de l'époque ne sont pas des autoroutes. Hein, avec vos bœufs, vous allez faire 15-20 km par jour. D'aller à Gisors avec cette chose-là, ça ne peut pas passer inaperçu. C'est pas possible. Donc il n'y a aucun élément qui le permette. Aucune source écrite, aucune source archéologique ne montre un tel déplacement. Encore une fois, on l'aurait su. D'autant qu'une des raisons pour lesquelles Philippe le Bel aurait mis fin à l'ordre du Temple, ce serait justement pour s'emparer de cet or. Donc la première chose qu'auraient fait Philippe le Bel et ses agents, c'est récupérer l'or. Ils n'auraient pas laissé le temps aux Templiers de fuir avec cet argent. Donc ça paraît vraiment invraisemblable. Puis dernier point, comme je le disais tout à l'heure, Gisors n'est pas un château spécialement templier. Enfin, pourquoi aller à Gisors et pas aller dans une commanderie ou dans un endroit qui appartiendrait vraiment aux Templiers? Donc ça fonctionne assez mal. On sait que le témoignage de Gérard de Sède, en tout cas son livre, Les Templiers sont parmi nous, viennent aussi d'un témoignage du gardien du château de Gisors, Roger Lemoy, qui aurait donc réalisé des fouilles sous la tour du château et qui aurait prétendu qu'il aurait trouvé une salle avec plusieurs coffres qui contenaient de l'or. On n'a jamais eu de trace de ça. Donc c'est encore une chose, il le dit, donc c'est un témoignage oral que Gérard de Sède rapporte. Mais alors s'il a vraiment trouvé de l'or, soit il l'a vendu et on n'a aucune trace de cette vente d'or. De l'or du Moyen-Âge, enfin des pièces du Moyen-Âge, c'est pas la même chose que des louis d'or ou des lingots du XXe siècle. Enfin, on est sur des choses différentes. Et puis, on n'a jamais vu cette salle avec le trésor. Donc, soit le gardien est très fort et lui-même a redéplacé l'or ailleurs, ça paraît quand même très étonnant, soit, ce qui paraît plus vraisemblable, c'est une affabulation de sa part, et Gérard de Sède, qui a besoin d'avoir un témoignage qui va ancrer son histoire, va s'appuyer sur lui, sans qu'on sache si ça repose sur une réalité.
Donc on sait aujourd'hui à quel point la pseudo-histoire peut enflammer les foules. Vous allez prendre une chaise normale ou hein. On sait à quel point aujourd'hui la pseudo-histoire peut enflammer les foules, à tel point que cette histoire de Gisors a fait venir, donc comme on disait tout à l'heure, les génies de l'armée pour faire des fouilles, ce qui a d'ailleurs servi d'argument pour dire qu'il y avait quelque chose. Absolument. Alors, c'est le ministre de la Culture de l'époque, hein, André Malraux, qui veut mettre fin à cette histoire qui fait du bruit, et donc il décide d'utiliser les moyens militaires à sa disposition, et pas une équipe d'archéologues. Aujourd'hui, on enverrait une équipe d'archéologues probablement pour faire ce travail-là, qui ont évidemment, à la Baramine et autres, ont fouillé le fond de Gisors et n'ont rien trouvé. Et les pseudo-archéologues vont transformer l'argument en disant bah, si c'est des militaires, et donc si c'est l'État, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Et donc, que Gérard de Sède a raison. Là, on est dans un argument ad silencio, hein, on n'a pas la preuve d'eux, mais on a la preuve de la preuve qu'ils veulent le cacher, donc c'est forcément que c'est vrai. C'est un argument qui, évidemment, n'est pas tenable en science. La seule preuve qu'on pourrait avoir de ce trésor, bah, c'est de nous montrer des pièces de ce trésor. Voilà, c'est la seule manière de le faire. Or, comme on le voit, le cheminement de Gérard de Sède, à savoir des Templiers qui réussissent à remplir des chariots, qu'ils emmènent à Gisors, qu'ils enterrent au vu issu de tout le monde, et un trésor qui n'apparaît pas, laisse très perplexe sur la réalité de ce trésor. Donc ça, on va dire que c'était un peu le premier essai de Gérard de Sède, qui commençait déjà à établir des nouvelles traces historiques, ou en tout cas des choses comme ça. On sait qu'il arrive à Rennes derrière pour établir son nouveau livre, L'Or de Rennes, qui va bouleverser cette histoire. Comment fait-il le lien entre Gisors et Rennes, le château? Alors, le lien, il se fait de deux manières. Le lien, il se fait d'abord parce que Gérard de Sède, dans un premier temps, un peu à l'instar de ce qu'est Robert Charroux au départ, est un chercheur de trésors. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas tellement les mystères historiques, c'est de trouver des trésors. C'est à la mode, hein, dans les années 50-60, hein, de retrouver des trésors. Il y a eu des fouilles dans les années 20, dans les années 30, qui ont fait émerger des trésors assez remarquables. Alors en Égypte, Toutankhamon, évidemment. En Angleterre, le trésor de Toutoutou. Donc on se dit qu'il peut y avoir des choses cachées, et notamment dans des facettes mystérieuses de l'histoire. Les Templiers faisant partie de l'idée qu'on se fait de ces facettes mystérieuses. Donc, il repart de cette idée d'histoire des Templiers et il dit, bon, on m'a parlé d'un riche abbé qui avait trouvé un trésor remarquable à une époque. Il refait le lien avec les Templiers en se disant, bah, ça peut être l'heure des Templiers. Donc, il recommence comme ça. Et puis, comme il est loin quand même de Gisors, il est loin des commanderies templières, dans un pays qui est assez différent, un pays de Causse, un pays de montagne, un pays dans lequel les histoires différentes, visigothiques, musulmanes, aragonaises, espagnoles, templières, cathares s'accumulent, il va partir des Templiers, puis accumuler un certain nombre d'hypothèses, reprenant chacun de ces éléments, et en disant, voilà, le trésor, il existe, j'en suis sûr, je ne parle pas de preuves, mais j'en suis sûr, et il peut être de ces origines-là. Donc il commence par les Templiers parce que c'est un peu son fonds de commerce de départ, puis après il va broder autour de ça, s'appuyant sur d'autres récits, hein, et sur d'autres apports, hein, notamment ceux que lui amène Pierre de Plantard ou de Chérizet, hein, qui vont étayer une histoire plus large, et c'est ça qui va fonder l'Or de Rennes en disant il y a un trésor, et ce trésor, bah, il peut provenir d'un certain nombre de groupes mystérieux, voire à la limite, il ne le dit pas clairement, ça pourrait être l'accumulation de tout ça. Il ne dit pas c'est l'accumulation de tout ça, mais quand on lit son livre, il y a des moments où on se dit mais il veut nous dire que le trésor s'est accumulé petit à petit ou que c'est des hypothèses différentes. Il ne tranche jamais vraiment bien, clairement dans son récit sur ces hypothèses. Donc on sait aujourd'hui que Béranger Saunière avait une vie totalement incroyable et décadente. Après sa mort, il disparaît un peu de la mémoire collective. Ça reste une histoire qu'on se passe dans le village et qui c'était quand même une personne très appréciée. Et on sait que cette histoire reconnaît un nouveau bond avec l'arrivée de Noël Corbu, qui cherche à faire la promotion de ce restaurant et donc livre une histoire totalement fantasque sur ce qu'il y aurait. Et il dit, Noël Corbu par exemple, que Béranger Saunière aurait trouvé le trésor de Blanche de Castille. Oui. Alors, pour peut-être remettre un peu en contexte, savoir qui est Blanche de Castille, oui. comment il a construit son récit, pour essayer de mieux comprendre en fait. Alors, bon, Noël Corbu,
Enfin, sans Noël Corbu, l'histoire de Rennes-le-Château serait probablement restée une histoire locale. On aurait parlé de Béranger-Saunière, probablement on aurait parlé de ses relations euh, avec, avec sa bonne, Madame de Nardot, mais probablement ce serait resté là. Oui, ses travaux un peu fantastiques sur le village. C'est Noël Corbu qui apporte une dimension plus, plus mystérieuse, plus fantastique à ça. Et effectivement, il parle de Blanche de Castille. Alors Blanche de Castille, euh, c'est une reine de France, originaire de Castille. Alors il faut tout de suite placer, parce que je pense que c'est important, dire que la Castille, c'est un des royaumes espagnols, c'est pas le seul royaume espagnol, ça a de l'importance hein, dans la région dont on parle, qu'elle aurait rassemblé pour libérer son époux, Louis IX, dit Saint-Louis, hein, tenu prisonnier, une somme formidable, et qu'elle aurait déplacé cette somme pour la cacher de la cupidité des seigneurs francs de l'époque, hein, à Rennes-le-Château. C'est ça la base complète. Alors, là, il y a des mélanges qui sont assez importants, parce que Noël Corbu ne précise pas à quelle croisade ça participe. Blanche de Castille, eh c'est la mère de Saint-Louis, donc si c'est la deuxième croisade, elle est déjà morte, hein, c'est un problème. Donc la deuxième croisade, c'est celle de 1270, hein, et si c'est la première, effectivement, Saint-Louis a été fait prisonnier en Égypte, hein, il a perdu la bataille contre les Mamelouks à Damiette, hein, et 1256-1258, et donc il est retenu prisonnier, mais il est finalement libéré. Donc, là, Noël Corbu mélange un tout petit peu les affaires. Hein. Bon. L'autre problème de cette histoire, et c'est probablement le plus important, c'est qu'on comprend assez mal pourquoi Blanche de Castille, donc originaire de Castille, aurait rassemblé l'argent et l'aurait caché dans cette région-là, qui est une région qui est mal contrôlée par les Francs, c'est déjà le royaume de France, hein, par le royaume de France, parce qu'elle vient d'être conquise plus ou moins après les croisades des Albigeois, et qui surtout est près de l'Aragon, qui est un autre royaume espagnol, en partie ennemi de la Castille, surtout à l'époque. Donc on comprend assez mal cette histoire, et on a le sentiment que Noël Corbu sort du chapeau Blanche de Castille, parce que c'est un personnage connu, et que Blanche de Castille, Saint-Louis, dont la mémoire collective, c'est plus fort que de parler de Louis X le Long et de son épouse. D'accord. Donc, on a aussi prêté tout un tas de légendes. On va un peu en faire le tour sur le thème historique. On a longtemps dit d'ailleurs que Rennes-le-Château était une ancienne capitale visigothique et que son nom était Rédé. Et on parle de ça des Visigoths parce que les Visigoths, on le sait, sous le règne d'Alaric, avaient pillé Rome. Donc, il y a eu le sac de Rome et qu'ils auraient ramené des trésors fabuleux tels que la Ménorah ou que sais-je encore, l'Arche d'Alliance, et que ça serait arrivé dans la région de Rennes-le-Château. Historiquement, comment tu peux peut-être nous parler un petit peu historiquement de qu'est-ce qu'est le sac de Rome, comment ça s'est produit, et peut-être après étayer la relation fine, et parfois peut-être pas du tout fine, ou même très mince, avec Rennes-le-Château. Oui, c'est effectivement très très mince. Alors, Alaric Ier, hein, est un roi wisigoth, appelons-le comme ça, les sources romaines nous le citent comme ça, qui va, dans les années 406-410, se retrouver au nord de la péninsule italienne. Il va mettre à mal les armées romaines. On est au début du 5e siècle. Il y a eu, à partir de 378, une assez forte invasion de groupes germaniques, goths notamment, hein, qui ont bouleversé toute la partie orientale de l'Empire, qui ont pillé ce que sont aujourd'hui les Balkans, qui sont arrivés au nord de l'Italie, sous le commandement de cet Alaric. Et Alaric, il cherche un tribut. C'est-à-dire qu'il cherche en fait à être payé par les Romains en disant, voilà, soit vous me payez une somme très importante, hein, tout de suite, soit je pille vos villes. Il est dans un premier temps mis en échec par le grand général romain de l'époque, qui est aussi un Germain qui est Stylicon, qui le bat une première fois, mais après le départ de Stylicon, après la mort de Stylicon, eh bien, Alaric va rentrer en Italie, va de nouveau dire aux empereurs romains, écoutez, c'est pas compliqué, soit vous me payez, soit je pille Rome.
Et comme on ne le paye pas, il va piller Rome, effectivement, en 410. Alors, c'est un événement considérable dans l'histoire romaine, parce que c'est la première fois que Rome est comme ça prise par un groupe germain, par un groupe barbare, parce que les premiers c'était des Gaulois, alors barbare veut dire non romain, au sens strict du terme, hein, depuis la prise par Brennus au IVe siècle avant notre ère. Donc 700 ans que Rome n'avait jamais été comme ça conquise de force. Le pillage de Rome est connu. On sait qu'effectivement la ville a été mise à sac. Hein. En revanche, rien ne dit ce qui a été emporté à Rome. On ne sait pas du tout quelle est l'ampleur de ce pillage. Et évidemment, c'est ce qui est mis en avant par les pseudo-historiens, et notamment par Noël Corbu et Gérard de Sède, c'est qu'il aurait pillé le trésor que les Romains auraient pillé lors de la prise de Jérusalem en 70. Alors, on va rapidement faire des calculs. La prise de Jérusalem en 70, où là, effectivement, on sait que notamment la Ménorah a été rapportée, on le sait parce qu'à Rome, il y a un arc qu'on appelle l'arc de Titus, dans lequel on voit le triomphe de Titus, c'est-à-dire les armées de Titus rentrant dans Rome, montrant leur victoire et exposant au peuple les trésors, il y a une image de la Ménorah. Donc, on a cette idée que tous ces trésors ont été ensuite conservés dans Rome. Il faudrait donc imaginer que ces trésors ont été conservés pendant 340 ans, sans avoir été touchés, et que Alaric, arrivant en 410, les prenne et s'en aille avec, et qu'ensuite les Visigoths les transportent dans le Razès. Alors, aucune trace historique ne permet de dire que Alaric a pris des trésors qui auraient été les trésors du temple de Jérusalem pillés en 70, et aucune trace non plus nous dit que ces trésors ont été conservés pendant 340 ans. Les mouvements, les déplacements, l'évolution politique, les pillages, l'insécurité politique, notamment du IVe siècle romain, laissent à penser que ce trésor avait déjà été dispersé depuis longtemps, et que les empereurs romains notamment l'avaient dispersé, divisé, fondu, peu importe. Donc dire que Alaric s'empare automatiquement de ce trésor-là, et que de ce trésor-là, on ne parle que de ça, parce qu'il y a des connotations religieuses et presque magiques, hein, ça ne repose sur absolument rien. Alors ensuite de dire que Alaric l'a apporté vers le Razès, alors c'est impossible parce qu'Alaric, ensuite, après la prise de Rome, va filer vers le sud, il va descendre vers le sud. Son objectif, c'est de continuer à piller, notamment de piller en direction du sud de la Campanie et de la Sicile, qui sont des terres riches, et il meurt. Et il meurt dans cette région-là, et il est probablement enterré dans la région au sud de Rome. Ensuite, les Visigoths, effectivement, vont remonter la péninsule italienne, et ils vont être installés entre 414 et 418 dans la région dite de l'Aquitaine par les Romains. Les Romains vont signer un traité avec eux, ce qu'on appelle un féudus à l'époque, hein, et ce traité va leur dire, bon voilà, alors maintenant, vous vous installez dans cette région-là, vous ne nous attaquez plus le monde romain, au contraire, vous nous défendez contre les autres tribus barbares, et en échange, on vous donne des moyens de survivance, des terres, ou en tout cas le produit des terres, hein, pour que vous nous protégiez. Alors, c'est là-dessus aussi que s'appuie Noël Corbu, en disant, bah voyez, c'est en Aquitaine. Sauf qu'à l'époque, l'Aquitaine première, c'est la région de Poitiers. C'est pas du tout la région du Razès, hein, qui est encore très éloignée, et qui est encore parfaitement contrôlée par les Romains. Cette région-là, dans l'Empire romain, c'est la Narbonnaise première, hein, et la Narbonnaise première reste romaine assez tard. Elle n'est prise par les Visigoths que dans les années 460-470. Donc bien plus tardivement qu'à l'époque du trésor. Alors, reprenons le cheminement de notre trésor et imaginons l'idée que s'en fait Noël Corbu. Alaric le pille dans Rome, le fait descendre avec lui, il meurt, les rois Visigoths suivants remontent avec ce trésor, assez important, hein, de l'or, des pièces, des pierres précieuses, hein, remontent et vont l'installer quelque part dans la région d'Aquitaine première. Et puis, on sait pourquoi, dans les années 460-470, après avoir pris la région de la Narbonnaise, redéplace ce trésor dans la région du Razès. Pourquoi la région du Razès? On n'en sait rien. Tout ça paraît quand même assez difficile à croire, et surtout, ce type de déplacement, ça laisse des traces. Alors, reprenons toujours l'histoire. Imaginons qu'effectivement le trésor aurait été pillé par Alaric. Il aurait fallu aussi que pendant presque 60 ans, les Goths n'y touchent pas, les Visigoths n'y touchent pas, ne le fondent pas, ne l'utilisent pas, ne le partagent pas. Encore une fois, tout ça ne tient pas la route. Alors, reprenons ce qu'on sait historiquement. Oui, Rome a été pillée.
Ce qui a été pillé, c'est tout ce qui a pu être pillé dans une ville qui n'est plus une ville aussi importante qu'elle l'était un siècle auparavant. Les empereurs se sont déplacés à Ravenne, hein, notamment, plusieurs capitales, mais notamment à Ravenne, et qu'il est très peu probable que le pillage par Alaric de Robe ait des trésors aussi anciens que les trésors pris par les Romains en 70 de notre ère au temple de Jérusalem. Donc tout ça tient très très mal en fait, ce trésor visigothique. Admettons. Oui, mais admettons. Non, mais qu'en est-il alors du coup de ceux qui prétendent que la ville de Rennes-le-Château était la capitale des Visigoths et qu'elle s'appelait Rédé? Alors, Rédé, c'est un terme qu'on retrouve, hein, très clairement. On le retrouve dans un texte qui est plus tardif, texte carolingien, qui date des années 780-90, lorsque l'évêque d'Orléans, Théodulphe, est envoyé comme missi dominici, c'est-à-dire comme envoyé spécial, envoyé de l'État, envoyé de Charlemagne, hein, pour surveiller les questions judiciaires dans la Narbonnaise première, donc la région de Narbonne, et donc de Rennes-le-Château. Et il cite dans un de ses poèmes, dans un de ses Carmina, en disant « Je suis passé par Narbonne et par Rédé ». Voilà. Et effectivement, on associe Rédé à Rennes-le-Château. Bon. Alors, lui ne dit pas que c'est une grande ville, et aucun des auteurs de l'époque ne cite Rennes-le-Château, Rédé, comme une ville importante, en imaginant qu'à l'époque, Rédé représente à la fois Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains, hein, que ce soit les deux endroits ensemble. Et on sait que Rennes-les-Bains, en revanche, était déjà un endroit, pas un très grand endroit, mais un endroit que les Romains appréciaient pour ses bains. Hein, c'est pour ça que Rennes-les-Bains et Rennes-les-Bains, c'est qu'il y avait des termes qui étaient connus. Donc probablement que le terme de Rédé utilisé par Théodulphe correspond à Rennes-les-Bains et pas à Rennes-le-Château. Alors effectivement, Noël Corbu nous explique que cette ville est une très grande ville. Hein, il dit 30 000 habitants, dont 18 000 dans la seule rue de la Boucherie. Bon, on ne sait pas ce que c'est que la rue de la Boucherie, mais peu importe. Alors, lui tire ça d'un ouvrage des années 1880 de l'abbé Ferdier, qui dit qu'effectivement, qui parle du Razès et du diocèse d'Alais, et qui dit effectivement que Rennes-le-Château était une des plus grandes villes visigothiques de l'époque. Le problème, c'est que ce Rennes-le-Château n'apparaît dans aucune source qui mentionne les villes de l'époque. On a deux sources principales, une qui est de l'époque romaine, et qui est une liste de toutes les provinces de Gaule, et dans chacune de ces provinces, des villes importantes. Alors, pas des villes importantes, ce qu'on appelle les cités. Les cités, c'est les chefs-lieux hein, qui sont liés. Ça s'appelle la Notitia Galliarum, elle est connue, elle est très connue, hein, et pour la Narbonnaise première, elle donne 7 villes, mais pas Rennes-le-Château. Hein. Les villes, c'est Narbonne, Elne, Lodève, Maglone, Béziers, Nîmes. Carcassonne? Non, pas Carcassonne. Carcassonne est au-dessus, justement. Carcassonne est au-dessus. Il m'en manque une. Bon, je redonnerai je te referai le truc avec les 7 villes. Attends. Narbonne, c'est la capitale. Nîmes, Lodève, Elne, Agde. Voilà, ma dernière, c'était Agde, qui me manquait. Bon. Donc, mais pas de Rennes-le-Château. Donc, déjà, à l'époque romaine, quand la Notitia Galliarum est établie, Rennes-le-Château n'est pas une grande ville. On a un deuxième document important, parce que l'abbé Fédier nous dit que c'est un diocèse, hein, donc c'est le siège d'un évêque. Or, ces 7 villes que j'ai citées, ce sont les sièges des évêques. Le deuxième document important, ce sont les listes de signatures des évêques de cette région, de Septimanie, à l'époque visigothique, se rendant au concile de Tolède. Le concile de Tolède, c'est quand c'est convoqué, un concile national où théoriquement tous les évêques des royaumes visigothiques, enfin du royaume visigothique, se rendent pour discuter des questions politiques, mais surtout religieuses et disciplinaires. Et donc, on a les listes des souscripteurs, c'est-à-dire des signatures de tous les évêques qui viennent. Rennes-le-Château n'apparaît jamais. Absolument jamais. Rennes-le-Château n'est pas du tout une ville mentionnée comme un des diocèses de Septimanie à l'époque visigothique. À l'époque carolingienne, c'est-à-dire qu'à partir du moment, à partir de 759, quand la Septimanie devient carolingienne, même chose. Rennes-le-Château n'est jamais cité dans les sources. Quand on a des textes, par exemple parlant des partages de la région entre les fils de Charlemagne, hein, notamment la Divisio Imperium de 807, hein, eh bien, on parle de Carcassonne, parce que Carcassonne était la limite, on parle de Nîmes, on parle d'Agde, on parle de Maglone, on ne parle pas de Rennes-le-Château. Donc, aucune source écrite nous montre que Rennes-le-Château est une grande ville. Aucune. Mais vraiment, c'est absolument zéro. Alors que si ça avait été une ville de 30 000 habitants, soit la Notitia Galliarum,
l'aurait cité soit comme une ville, soit au moins comme un castrum, c'est-à-dire une ville secondaire, hein. Et puis la liste des évêques de Tolède l'aurait également cité. Et puis, les fouilles archéologiques n'ont jamais montré l'étendue prétendue de cette ville. Ville de 30 000 habitants, c'est une très grosse ville à l'époque romaine. Lui nous parle de remparts. Les remparts, ça laisse des traces. Même si on imagine que les remparts ont été démantelés, ont servi de carrière dans la région, ça laisse vraiment des traces. Une ville de 30 000 habitants à l'époque romaine ou à l'époque visigothique, ça laisse des bâtiments d'importance, des palais, des thermes. Si c'est une ville romaine de cette taille-là, des édifices de spectacle, rien de tout ça n'existe. Donc là, on est dans la pure affabulation. Rennes-le-Château n'a jamais été une capitale visigothique. On les connaît, les capitales visigothiques. On sait que les rois visigoths ont été à Toulouse, à Narbonne, à Barcelone, à Tolède. Voilà. Et c'est dans les textes, dans les chroniques de l'époque, hein, c'est ce qu'on appelle les sedes regia, siège du souverain. Rennes-le-Château n'apparaît jamais. Donc non, Rennes-le-Château n'a jamais été une grande ville. Mais comme si ça ne suffisait pas comme source du trésor, on a aussi cité que Bérenger-Saunière aussi aurait mis la main sur peut-être un trésor de la Dame d'Hautpoul. Oui. Alors, ça c'est une partie que je connais moins bien, c'est moins mon domaine, mais c'est effectivement une hypothèse qu'il a mis en avant, hein, la Dame d'Hautpoul, hein, parce qu'il y a une pierre tombale qui est restée. Bon, même chose, ce type de trésor, ça laisse des traces. Et un des problèmes essentiels dans l'affaire de Rennes-le-Château, c'est la localisation même de Rennes-le-Château. C'est un petit village dans une région qui n'est pas très riche, même assez pauvre, qui est très isolée. On voit mal comment on serait venu s'ancrer là-dessus. Donc du coup, on sait que de multiples théories viennent se coller à l'histoire de Bérenger-Saunière pour en faire quelque chose de formidable. Et on sait que la région était occupée par les Cathares, qui était un peuple assez particulier en soi. Tu peux nous parler peut-être brièvement de ce que les Cathares dans la région du Razès? Absolument. Alors, plutôt que de parler d'un peuple cathare, il faut parler du catharisme, hein, ce qui est un terme qui est donné. Le catharisme, c'est alors c'est difficile à dire parce que l'évolution historiographique sur le catharisme a beaucoup changé. Au XIXe siècle, au XXe siècle, quand Gérard de Sède écrit, notamment, hein, on se fait l'idée que le catharisme, c'est une religion formée, structurée, et qui est une sorte de contre-religion catholique contre Rome. Hein, c'est ça l'idée qui s'en fait, avec des positions dogmatiques et disciplinaires très différentes de Rome. Et puis, on s'est rendu compte en étudiant le catharisme, surtout depuis les années 80-90, hein, que d'abord les sources sur les cathares, les seules qu'on avait, c'est les sources qui étaient celles des religieux qui ont lutté contre le catharisme. Et on s'est aussi rendu compte que ces sources avaient tendance à forcer le trait de l'hérésie, pour utiliser ce terme religieux d'opposition, et de faire du catharisme quelque chose de plus gros qu'il n'était, hein, en faisant une religion, et on a des textes de l'époque en disant que tout le sud-ouest, toute la région toulousaine, les domaines des comtes de Toulouse et des vicomtes de Tancravel sont infestés de l'hérésie cathare. Bon. Alors, d'abord, le terme de catharisme n'apparaît jamais chez les cathares eux-mêmes, il ne se désigne pas comme ça. Ensuite, le catharisme est sans nul doute une vision très différente de la pratique religieuse chrétienne de l'époque, une opposition qui est à la fois religieuse et sociale, c'est-à-dire les cathares refusent le système religieux tel qu'il existe, notamment le système matériel de la religion, parce qu'ils estiment que le matériel, c'est l'œuvre de Satan, et que seul le spirituel et l'âme, surtout, sont l'œuvre de Dieu. Donc il y a une vision duelle qui se met en place. Bon. Mais on sait également que le catharisme ne touche qu'une toute petite partie de la population, certaines élites nobiliaires, de petite noblesse, pour des raisons notamment liées à la région, à savoir que dans la région, il n'y a pas la primogéniture. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier fils qui hérite automatiquement du fief et puis les autres se débrouillent. On divise le fief, on divise le domaine entre tous les enfants. Donc on a des co-seigneurs. Et donc, au bout de 2-3 générations, ces co-seigneurs, ils ont des parcelles de terre. Donc ils sont assez peu puissants et ils sont petit à petit marginalisés dans le monde féodal. Et eux, ces personnages, font partie de ceux qui vont rejoindre justement le catharisme. On sait également que le catharisme touche pas mal les élites urbaines, soit les grandes élites, soit les élites un peu moyennes,
artisan important, et qu'il cherche effectivement une manière de pratiquer la religion chrétienne qui soit plus pure, on va le dire comme ça, importante. Donc, le catharisme est un mouvement évangélique, probablement pas une religion structurée, même s'il doit y avoir des élites cathares qui vont donner un certain nombre de bienfaits particuliers ou de bénédictions, ce qu'on appelle le consolamente, on connaît parce qu'on le retrouve dans les textes, mais on ne peut pas parler ni de peuple cathare, ni de religion cathare au sens structuré du terme. Donc effectivement, c'est très mystérieux, ça reste très mystérieux, c'est un champ d'étude encore très important en histoire, et quand Gérard de Sède, quand Corbu et Gérard de Sède parlent des cathares, c'est un moment où le catharisme renaît. Il y a un néo-catharisme qui apparaît après la Seconde Guerre mondiale, et il y a une idée que dans le catharisme, il y a une recherche de pureté beaucoup plus forte, que c'est très loin de l'Église chrétienne qui s'enferme justement dans la construction, dans la pompe, dans le matérialisme. Donc il y a un regain de cette étude pour le catharisme, où on en voit presque une secte bénéfique pour les gens, où les gens sont dans une pureté importante. Donc c'est à la mode quand Noël Corbu et Gérard de Sède en parlent, et c'est probablement pour ça qu'on s'en empare. En revanche, parler d'un trésor cathare, ça voudrait dire qu'effectivement il y a une espèce de nation religieuse cathare réunie, que cette nation serait riche et qu'elle va cacher son trésor. Or justement, une des choses qui frappe dans le catharisme, c'est le rejet du matériel. C'est le rejet de la possession. On nous dit, les textes qui parlent des cathares, donc qui sont essentiellement des textes écrits par leurs opposants, notamment par les dominicains qui tiennent l'Inquisition, ou par les cisterciens, nous disent qu'au contraire, les bons hommes cathares se nourrissent de pain et d'eau, refusent la viande, ne portent pas d'enterrement, ne jurent pas, ne boivent pas de vin. Ils ne sont pas du tout dans cette optique d'accumuler des richesses, parce que les richesses, c'est Satan. Donc on voit très très mal comment les cathares auraient accumulé un trésor. Et puis, on nous parle de châteaux cathares. La plupart du temps, les châteaux ne sont pas des châteaux cathares. Alors, il y a quelques châteaux qui ont été tenus par des seigneurs qui s'étaient ralliés au catharisme. La plupart des châteaux qu'on appelle cathares dans la région, c'est des châteaux qui ont été construits après. Quand le roi de France, Saint-Louis, après les croisades des Albigeois, prend vraiment le contrôle de la région, il fait construire des châteaux pour tenir le territoire. Donc, même chose, ce n'est pas du tout une richesse cathare qui aurait permis d'élever ces châteaux et d'imaginer que sous ces châteaux, les cathares auraient caché des trésors. Rennes-le-Château, endroit où se serait caché un trésor cathare, ça paraît vraiment très étonnant. D'abord parce que trésor cathare, ça paraît peu probable, et ensuite, il n'y a pas vraiment de nation cathare qui se serait concentrée là. Pourtant, une histoire assez incroyable qui est relatée, on va dire, en toile de fond sur l'histoire de Rennes-le-Château, c'est que dans un certain château à Montségur, les cathares auraient possédé le Saint Graal. Alors ça, c'est une histoire qui est encore plus forte. Alors, Montségur, c'est un château évidemment qui porte dans l'histoire des cathares une marque particulière, parce que c'est un château qui a été assiégé, dans lequel des parfaits se sont rassemblés, et qui a fini par se rendre en 1244. Tu peux définir peut-être ce que sont les parfaits? Les parfaits, oui. Peut-être revoir un peu, vulgariser un peu plus le truc. Absolument. Alors, dans le monde cathare, ceux qui passent à un certain degré, qui ont eu le consolamente et qui acceptent la vie très pieuse des cathares, c'est-à-dire renoncer à boire du vin, renoncer aux richesses, renoncer aux relations sexuelles, deviennent des parfaits. C'est-à-dire que l'idée qu'on s'en fait, c'est que ces parfaits vont échapper, vont faire que leur enveloppe charnelle ne va plus être touchée par le côté malsain du matériel, donc démoniaque, on va dire, satanique du matériel, et que donc, à la fin de leur vie, leur âme va s'élever et ne va pas se retranscrire dans notre corps. Alors, c'est une vision, encore une fois, des sources opposant au cathare. On n'a pas de texte très précis qui nous explique ça. Mais les parfaits, ce sont donc ces gens qui se donnent complètement au catharisme et qui sont les purs, entre guillemets, du catharisme. Donc, à Montségur se rassemble un certain nombre de ces parfaits qui refusent de rejeter
leur religion, de rejeter ce que l'Inquisition appelle leur hérésie, et qui vont être assiégés pendant un très grand temps, jusqu'à se rendre, en 1244, hein, il y a un accord qui est passé, et ceux qui ont refusé d'abjurer sont brûlés. Alors ils sont brûlés non pas parce qu'ils sont hérétiques, ils sont brûlés parce qu'ils sont relapses en général. C'est ça qui est mis en avant. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont refusé, ils ont accepté un compromis, puis ils sont retombés dans l'erreur. Hein. C'est là, ils ont vraiment refusé tout compromis avec l'Église. Alors effectivement, Gérard de Sède nous invente toute une histoire comme quoi, avant la reddition de Montségur, avant le bûcher de Montségur, eh bien, il y aurait eu un accord qui aurait été passé entre les défenseurs de Montségur et les assiégeants pour exfiltrer un trésor qui aurait été caché ailleurs. Là encore une fois, pourquoi il y aurait un trésor cathare? Pourquoi on aurait caché Montségur? Exfiltrer un trésor d'un château qui est placé quand même assez en hauteur, ça laisse des traces, enfin c'est visible, on n'a absolument aucun élément là-dessus. Alors il faut ajouter à ça que avant que Gérard de Sède ne publie son livre sur l'ordre de Rennes, il y a eu un travail par Zoé Oldenburg hein, sur le château de Montségur, moitié romancé, moitié historique, hein, mais qui a fait grand bruit à l'époque, tellement grand bruit qu'il a été publié dans une des grandes éditions qu'on appelle Ces jours qui ont fait la France. C'est une édition qui avait été publiée, je crois que c'est Gallimard l'éditeur, qui était 100 jours, qui était considéré comme essentiel. La Saint-Barthélemy, le sac de Clovis, etc. etc. Et Zoé Oldenburg avait produit ce livre sur Montségur. Et Zoé Oldenburg, qui a relativement travaillé sur les sources de l'époque, hein, ne mentionne aucun trésor. Donc on est vraiment de nouveau dans une invention de Gérard de Sède qui essaie de raccrocher le trésor de la Biessonnière hein, à une réalité historique mystérieuse, hein, et il trouve avec les cathares hein, des bons clients. Je ne me souvenais pas totalement que c'était Gérard de Sède qui avait sorti l'histoire du Saint Graal et Château de Alors, Montréal. je ne parlais pas du Saint Graal, je parlais du trésor. Tu as raison. Le Saint Graal, c'est encore autre chose. Le Saint Graal, c'est avant, et c'est quelque chose qui imprègne toute l'histoire locale et qui s'empare. C'est un Allemand qui s'appelle Otto Rahn. Otto Rahn, c'est un Allemand qui étudie essentiellement des études littéraires du Moyen-Âge, et il étudie notamment des ménestrels de son époque, hein, des ménestrels, notamment Wossenbach, qui est un ménestrel connu hein, du XIIe-XIIIe siècle, hein, et Otto Rahn va construire une histoire en expliquant que, en réalité, le Saint Graal est lié à la fois Hyperborée et à la légende arthurienne. Donc le Saint Graal, théoriquement, hein, c'est le vase qui aurait reçu le sang du Christ hein, au moment de sa crucifixion, et que donc il aurait des vertus magiques à ce niveau-là. Donc Otto Rahn va inventer un lien entre cette tradition religieuse, des groupes de ménestrels plutôt allemands qui porteraient une tradition nordique. Je fais ça en simple, hein, mais il amène une tradition extrêmement nordique, hein, et les cathares qui seraient en quelque sorte les descendants de ces ménestrels. Alors pourquoi il fait ce lien ? Il fait ce lien notamment entre les ménestrels du Nord et les ménestrels du Sud, parce que l'on sait qu'effectivement, dans les cours du Sud-Est et du Sud-Ouest de cette époque-là, eh bien, il y a tout un développement particulier qui se met en place d'un amour courtois et de chants de ménestrels, d'histoires de ménestrels extrêmement poussés et extrêmement avancés. Donc, il dit, bon, c'est là le cœur, en fait, hein, de ces légendes et de ces remarquables écrivains, chanteurs, conteurs, presque magiciens de la région. Et donc, il va faire ce lien avec les cathares, et lui-même va venir 2 fois dans le sud-ouest, fouiller dans cette région-là, fouiller pour essayer de chercher les traces de son étude, et pour montrer qu'effectivement il y a un lien. Alors il fait un lien qui est un peu plus large hein, entre ces ménestrels du Nord, le Saint Graal, mais également la race aryenne et tous ces éléments-là, parce que Otto Rahn finit par se rapprocher relativement de la NRBE, donc le groupement, parce que la NRBE c'est
une sorte d'administration, d'unité particulière qui va chercher les origines, les traces des Aryens, qui est monté par Himmler, et donc il va rassembler, va faire partie de ce groupe-là, il va rentrer dans la SS également, et avant d'en ressortir, les raisons sont mal connues, on ne sait pas pourquoi, et de mourir en 1939, enfin de retrouver mort en 1939 sur un glacier en Autriche. Là, on ne sait pas s'il est mort de mort accidentelle, on parle de suicide, on parle qu'on l'aurait tué pour le faire taire, on ne sait pas trop, mais évidemment, tout ceci reste très mystérieux et rentre parfaitement dans la logique de l'ordre de Rennes, à savoir un trésor cathare qui contiendrait en plus le Graal qui rallierait ces chrétiens d'une grande pureté avec la pureté absolue, celle de Jésus, qui serait liée, qui serait cachée là et qui serait évidemment un trésor fabuleux pour l'Église. Et on sait combien ça a plu à Himmler, ces récits. Ces récits, alors, on sait que ces récits ont pas mal plu à Himmler, il cherchait plein de choses différentes, mais on sait Oui, que non, ces mais on récits, sait très voilà. bien que Himmler savait et connaissait bien Otto-Rahn et que justement il a été très inspiré pour relancer d'ailleurs certaines recherches par la suite. Alors, il connaissait Otto-Rahn, ça on le sait par un certain nombre de textes. Effectivement, ça l'a poussé à lancer un centre de recherche. De mémoire, il faudrait que je revérifie, mais il me semble qu'il y a eu des groupes allemands qui sont venus dans le Razès dans les 41-42 pour reprendre un peu les travaux d'Otto-Rahn. Il faudrait que je retrouve les traces là-dessus. Donc on se rend compte, là, après ces explications, à quel point on a voulu tirer de multiples cordes pour pouvoir rattacher à Béranger-Saunière un tas de trésors possibles. Mais on sait aujourd'hui, avec un peu de recul, que Béranger-Saunière n'avait pas trouvé de trésors. Il avait d'autres rentrées d'argent. Alors, si Béranger-Saunière a trouvé des trésors, il faut qu'il les monnaie. Il faut qu'il les vende pour avoir de l'argent. Parce que le problème que l'on a avec Béranger-Saunière, c'est qu'il est à la tête d'un petit village et que tout d'un coup, il a suffisamment d'argent pour tout rénover. Donc, soit il a trouvé un trésor et dans ce cas-là, il l'a monnayé, mais ça laisserait des traces. Encore une fois, on ne nous dit jamais que Béranger-Saunière avait une fonderie derrière son église et qui transformait les pièces d'or qu'il aurait trouvées en lingots pour les revendre. Donc ça, c'est déjà une chose particulière. Donc l'hypothèse du trésor paraît très peu probable. Les études qui ont été montrées ont mis en avant le fait que Béranger-Saunière s'adonnait, et c'est probablement pour ça qu'il a été suspendu, à ce qu'on appelle le trafic de messes. Alors le trafic de messes, ça ne veut pas dire qu'il faisait payer l'entrée de ses messes, c'est qu'il proposait par petites annonces à des gens de prier pour lui, prier pour les morts, les défunts, les disparus, lors de sa prochaine messe. Et donc il faisait la promesse de dire, si vous m'envoyez une petite somme, un petit casuel, eh bien, à la messe de dimanche, je prierai pour votre oncle Tartampion décédé l'année dernière, etc., etc. Et qu'il a multiplié cette technique, et que probablement une grande partie de ces rentrées d'argent serait liée à ce trafic de messes. Il faut voir que les sommes engagées par l'abbé Saunière sont très loin des chiffres donnés par les chercheurs de trésor. Il n'a pas engagé des sommes folles, et que donc le trafic de messes correspond assez bien à cette pratique, d'autant que l'abbé Saunière va être suspendu, et probablement suspendu à cause de ces pratiques douteuses. Surtout que, oui, il y a une très grosse surévaluation du domaine et une très grosse minimisation des revenus générés par le trafic de messes. Absolument, absolument. Il y a des chiffres, je crois qu'on parle à un moment de 19 tonnes d'or dans les chiffres globaux. 19 tonnes d'or, c'est considérable en volume. Je l'avais lu quelque part. C'est Noël Corbu. Ah, c'est Noël Corbu qui parle de 19 tonnes d'or, oui. Mais c'est probablement plus que le volume d'or frappé au Moyen-Âge dans ces régions-là. Donc, c'est juste pas possible. Même s'il y avait 10 tonnes d'or, c'est des masses gigantesques à déplacer. Donc effectivement, on a surévalué
ce qu'il aurait retrouvé. Et le trafic de messe, bien mélangé, bien utilisé, probablement avec un bon jeu d'utiliser certains journaux assez lointains. On sait qu'il faisait des petites annonces sur des journaux qui étaient assez loin du Razès. Hein. Ça rapporte pas mal. Ça rapporte 1, 2, 10 francs. 10 francs à l'époque, c'est une somme importante, c'est pas du tout une petite somme. Oui, mais c'est surtout que voilà, les chercheurs avaient avancé des chiffres tout à fait romanesques, alors que quand les études ont montré, on a pu totaliser un petit peu les rentrées du trafic de messe, réévaluer un peu les dépenses, combien a coûté le déplacement des pierres et tout ça, et on approche des sommes plutôt plus raisonnables et qui correspondent à la vie d'un homme qu'on pourrait avoir aujourd'hui, qui rapporte 300 000 euros. Donc voilà, on est quand même sur sur des sommes qui sont quand même relativement, on va dire, pas banales, mais bon, certes, pour un curé totalement étrange, mais qui reste quand même... Oui, on est du domaine du possible. On n'est pas du tout, alors que les 19 tonnes d'or, par exemple, sont du domaine de l'impossible. Bien organisé sur le long terme, la Bessonnière a parfaitement pu récupérer suffisamment d'argent pour avoir suffisamment de moyens pour embellir son église, pour construire sa petite cure, et ce qui évidemment l'a sans doute rendu très populaire auprès de ses ouailles. Parce que l'église, quand il est arrivé, on a des études, on a des rapports qui avaient été envoyés. L'église est en très mauvais état, donc il la répare, il l'embellit, il achète des statues à la mode pour les mettre dans l'église. Il en fait un endroit beaucoup plus convivial et beaucoup plus agréable que ce qui était. Donc probablement qu'en plus, il avait gagné un certain nombre d'appuis moraux de la part de ses ouailles autour de lui. On sait aussi que Béranger Saunière, au-delà d'être un curieux personnage, parce qu'il avait pris pour bonne Marie Desnarnaud, qui était très jeune, ça a amusé d'ailleurs bien les habitants qui pensaient que Marie Desnarnaud était bien plus qu'une servante. Il fait déjà de lui un homme pieux, mais curieux. On le savait aussi très royaliste, très, très défenseur de ça, et on le sait qu'il était proche du cercle catholique de Narbonne. Tout à fait. Alors, on le sait parce que lorsqu'il prend sa première cure, il est suspendu. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on est au 1885, les curés sont payés par l'État. On est dans le mode conciliaire, ça c'est encore le concile, pardon, pas conciliaire, on est comment ça s'appelle, un accord entre le pape et un État, ça s'appelle un... Concile. Pardon ? Concile. Un concordat. Désolé, j'ai ripé sur le terme. Donc on est sur le mode concordataire. C'est le concordat de 1801-1802, qui est un accord entre Napoléon et le pape de l'époque, qui fait que, en gros, c'est le pape qui donne évidemment toute la partie religieuse et l'onction religieuse aux catholiques de France. En revanche, ils sont payés par l'État. Ils ont un salaire qui est octroyé par l'État. Et on sait que la Bessonnière a été suspendue de ce salaire, justement pour propos anti-républicains, pour propos royalistes. On est dans le sud-est de la France, dans les années 1885-90, à un moment où, d'abord, il y a encore un mouvement royaliste important, et ce sud de la France est très conservateur royaliste, pro-royaliste. Il refuse l'idée de la République, qui est toute jeune. La République a été proclamée le 4 septembre 1971, mais elle n'a été réellement en place qu'à partir de la loi Vallon de 1875. Elle est toute jeune, et une grande partie de l'opinion publique et des élites sont restées encore proches du royalisme et espèrent le retour du roi, qui a échoué en 1971-75. Et particulièrement dans le sud-est, qui depuis la Révolution française, et encore plus après 1815, est un des bastions du royalisme en France, et d'un royalisme, ce qu'on appelle ultramontain, c'est-à-dire qui se rapproche de la papauté, de Rome, est très anti-républicain. Et dans cette région-là, il y a effectivement des cercles catholiques qui se forment, qui vont aider, soutenir, en gros, tous ceux qui seraient capables d'avancer, d'appuyer l'idée d'une restauration catholique dans la région, et notamment les curés qui, lors des prêches, auraient des propos catholiques. On a surtout, alors lui est affilié, puisque c'est son diocèse,
à l'archevêché de Narbonne, hein, mais la grande figure conservatrice catholique de l'époque, c'est l'archevêque Monseigneur Cabrières, l'archevêque de Montpellier, et qui est une figure de pointe, de proue, hein, de cette idée d'un catholicisme de combat qui doit lutter contre la République. Hein. Il refuse même les positions du pape Léon XIII qui prend la tête de l'Église à la fin des années 1880, va au contraire se montrer plus conciliant avec les républiques et dire il faut que les catholiques acceptent l'idée de la République, tout en restant catholiques évidemment, et en essayant de la guider vers un côté catholique. Monseigneur Cabrières est dans une position beaucoup plus tranchée, anti-républicaine, et l'abbé Saunière, proche du cercle de Narbonne, ces cercles ayant été justement aidés par Monseigneur Cabrières, qui essaie de multiplier les cercles dans la région pour avoir des appuis forts, a probablement été très proche de ces idées catholiques et monarchistes, hein, et a probablement beaucoup poussé dans cette direction-là. Donc on peut Et probablement il a reçu d'argent. Il y a probablement eu des aides, hein, de ces cercles catholiques qui venaient aider de manière un peu efficace, pas des sommes gigantesques, mais c'est pas du tout quelque chose qu'il faut négliger non plus dans les moyens qu'il a eus. Oui, donc on est comme dans une sorte de petit groupe de résistants qui reçoit des appuis financiers pour pouvoir mener une cause, on va dire, pas de manière discrète, mais de manière... Alors c'est pas discret, hein, c'est des choses qui sont connues. Hein. On n'est pas encore dans les lois de 1901, mais les cercles catholiques de ces régions-là et Sud Narbonne sont parfaitement connus. On a des réunions, on a des gens qui passent. Ils sont effectivement, alors résistants, le terme est un peu difficile parce qu'on est face à une république, hein, ils ont le droit de parler, et on n'est pas dans un système qui est complètement, enfin, ils sont emprisonnés automatiquement, mais effectivement, il y a un pôle d'opposition à la République qui se forme dans ces cercles, hein, et dans lequel la Maçonnière est un des partisans, comme le montre effectivement sa suspension et ses prêches. Donc on se rend compte qu'en fin de compte, de la vie de l'abbé Saunière, il y a eu pas mal d'inventions que l'aujourd'hui on a pu mettre au jour, hein, notamment, qui étaient déjà connues à l'époque, mais qui étaient souvent évincées par les pseudo-chercheurs, comme le trafic de Metz, qui explique pas mal de choses. On a pu écarter certaines thèses historiques, comme le trésor des Templiers ou celui des Visigoths, par exemple. Dans les années 56, quand Noël Corbu arrive et qu'il livre son histoire, il fallait quand même avoir un petit bagage aussi pour pouvoir appréhender tout ça. Et on se rend même compte que d'ailleurs, quand Noël Corbu publie cette histoire dans la Dépêche du Midi, il y a de flagrantes erreurs parce que, par exemple, la photo qu'on présente comme celle de Béranger Saunière est celle de son frère Alfred. Oui, il y a effectivement des erreurs très très flagrantes. Alors, cette photo en est une. Il y en a d'autres. Hein. Donc il enregistre un texte, hein, qui est assez connu, Noël Corbu, dans lequel il explique justement Rennes-le-Château était une des deux capitales de la Narbonnaise et que à l'époque carolingienne, Pépin puis Charlemagne avaient envoyé des gens sur place pour reconvertir les Visigoths, puisque les Visigoths étaient ariens. Bon, c'est une erreur flagrante qui montre un manque de recherche. Les Visigoths, effectivement, sont ariens, mais jusqu'en 589. En 589, au troisième concile de Tolède, ce fameux concile dont je parlais, dans lequel Rennes-le-Château n'apparaît jamais, eh bien, ils se convertissent au catholicisme, ils rejettent l'arianisme. Donc, lorsque les Carolingiens prennent possession de la Septimanie en 759, la région n'a plus d'ariens. Donc il n'y a plus besoin de s'appuyer pour convertir ces fameux Visigoths ariens. Ils n'existent plus. Donc voilà, sur des erreurs qui montrent qu'ils mélangent des choses. Alors, quand on n'étudie pas la région, quand on connaît mal cette région qui est, sur les 8e, 9e, 10e siècles, pas une région facile à étudier, qui à l'époque est assez peu étudiée, quelques travaux, mais ce n'est pas encore aussi important que ce qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, évidemment, on passe à côté de ce type d'erreur, mais c'est un type d'erreur assez flagrant qui montre qu'il mélange les choses pour que ça fasse plus véridique. Et on sait aussi que Noël Corbu arrive presque un peu plus de 30 ans après la mort de l'abbé Saunière pour livrer ces récits magnifiques. D'ailleurs, on peut dire qu'à ce moment-là, Noël Corbu s'appuie sur des témoignages oraux. Et on sait à quel point les témoignages oraux peuvent évoluer, diverger selon les personnes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir d'ailleurs dans les premiers récits de l'histoire de Rennes-le-Château. Tantôt, on dit que Béranger Saunière a trouvé des parchemins
dans le pilier visigothique, enfin dans le pilier mérovingien de l'hôtel. Non, carolingien, excusez-moi, dans l'époque carolingien. Tantôt on dit qu'il l'aurait trouvé sous la dalle des chevaliers, tantôt on dit qu'il l'aurait trouvé dans le balustre en bois. Donc en fait, il y a plusieurs versions qui divergent sur ces découvertes-là. Alors qu'en fait, on sait que la seule chose que Béranger Saunière a réellement mise au jour, c'est cette dalle des chevaliers. Absolument. Alors, le témoignage oral, c'est quelque chose qui est utile, on s'en sert, mais qui est compliqué à utiliser. C'est plutôt dans les segments de l'éanthropologie, on a fait beaucoup évoluer la manière dont on prend les témoignages oraux, l'idée étant qu'on laisse parler, c'est-à-dire qu'on n'interfère pas. Parce qu'évidemment, dès que vous orientez, dès que vous posez une question, vous orientez un petit peu la chose. Parlez-moi un peu plus. Alors, la personne se dit, consciemment ou inconsciemment, c'est intéressant, donc je vais appuyer sur ce point-là. Il est très probable que Noël Corbu n'a pas du tout pris les précautions d'un anthropologue pour poser ces questions, qu'il les a mises en avant, de manière directe. Et puis, le témoignage oral repose sur la mémoire, et sur la mémoire 30, 40 ans après un événement. Donc évidemment, lorsque Noël Corbu fait parler des gens qui sont devenus adultes mais qui étaient enfants à l'époque, leur mémoire, elle a été travaillée. Ils se souviennent de quelque chose, mais c'est quelque chose qui a été transformé par le temps, d'autres souvenirs, peut-être agréger des idées derrière, leurs propres opinions, enfin tout ça est important à mettre en avant. Donc, ce n'est pas sans valeur, évidemment, mais il aurait fallu à Noël Corbu de faire un travail extrêmement scientifique et précis, de recouper toutes les mémoires orales, de les contextualiser, de les remettre en avant pour essayer d'en tirer quelque chose. En termes de recherche, ça a quand même assez peu de valeur importante. Il y a plein d'études qui ont été faites sur la mémoire orale, c'est quelque chose qui est très important, savoir est-ce que la mémoire orale se transmet longtemps. Là, il n'est que sur une seule génération. On sait que la mémoire orale se modifie, se perd, et on sait aussi que la mémoire orale, enfin ce que dit un interlocuteur, dépend de la personne qui est en face de lui. Il va parler différemment à quelqu'un qui lui pose des questions, à quelqu'un qui lui raconte rien, il va parler différemment à un ami pour lequel il va passer sur des détails parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Enfin, tout ceci est assez compliqué à utiliser, et encore une fois, ça demande une méthodologie d'interrogation extrêmement précise qui permet justement de l'objectiver au maximum. Sachant que c'est jamais objectif, mais de l'objectiver au maximum. Noël Corbu n'est probablement pas ça, et peut-être, on peut imaginer parfaitement qu'il est un peu orienté en disant « Alors, sous la dalle, vous êtes sûr qu'il n'a rien trouvé ?» Je pose cette question-là, la personne se dit « Ah ben oui, mais... ah si, peut-être quand même s'il ne s'en souvient pas complètement. » Ou il va se dire « Ah oui, mais moi je ne l'ai pas vu. Mais mon cousin Marcel qui était à côté, lui il m'a dit qu'il l'a vu. » Quelle foi donner à ce type de témoignage? Et on peut imaginer en 1956, avec l'arrivée des premiers badauds dans le village, ô combien ils ont dû, en tout cas pour les habitants du village, se sentir valorisés par cette soudaine arrivée, et à quel point ils ont pu aussi, par cet intérêt soudain, se transformer en des personnes importantes qui livraient des témoignages qui allaient attiser la curiosité des spectateurs. Oui, tout à fait. D'autant qu'encore une fois, c'est un petit village. Le village perd de la population de manière régulière. Enfin, c'est un village de 150, 180 habitants. Enfin, il baisse régulièrement. Donc évidemment, on voit l'arrivée de gens qui vont s'intéresser au village et relancer la mémoire de la Bessonnière. Ça va les rendre ça va les placer au milieu de quelque chose de nouveau. En ce qui concerne les parchemins qui ont été découverts dans l'église, est-ce qu'on pourrait trouver ça courant ou normal de trouver dans des églises des parchemins qui consacrent une église ou qui attestent de quelque chose de religieux ou de choses comme ça? Ça arrive. Je veux dire, on a des exemples effectivement de conservation. C'est quand même pas un cas absolu. En général, lorsqu'il y a des consacrations, lorsqu'il y a des choses à mettre en avant, eh bien l'Église les met en avant. Les reliques, elle les fait voir. Les chapelles qui sont nouvelles ou qui ont des dédicaces, elle les montre. Quand on va, prenons une église romane, un peu plus tardive que celle, d'origine, parce que l'église que vous avez à le château n'est pas une église si ancienne que ça, mais prenons l'exemple d'une église romane qui a été modifiée, je pense à Saint-Trophime à Arles. Saint-Trophime à Arles, il y a des chapelles qui ont été rajoutées, les dédicaces, elles sont visibles.
Voilà, un tel a fait cette chapelle, etc. etc. Ou c'est comme Donc, les tombeaux ou les cryptes dans une église. comme les tombeaux ou les cryptes, c'est visible, on les monte. Bon. Donc, cacher des parchemins sous l'autel, on n'a pas beaucoup d'exemples. Voilà, c'est même quelque chose d'extrêmement rare. Soit c'est des parchemins qui ont des valeurs de possession. Dans ce cas-là, elles sont conservées à l'évêché, ou si c'est une collégiale au sein de la collégiale, si c'est un monastère au sein du monastère, parce qu'elles servent de preuve physique, enfin de preuve juridique, hein, soit on les entrepose quelque part, on en fait un cartulaire, enfin on les regroupe ensemble, hein, mais on ne les garde pas cachés sous l'autel. Mais le fait de trouver des tombes ou des cryptes dans des églises, ça... Alors ça, en revanche, ça c'est classique, surtout au Moyen-Âge, parce que l'idée qui se fait petit à petit, c'est que, alors dès le 6e, 7e siècle, hein, c'est que pour avoir plus de chances d'aller au paradis, il faut être au plus près du saint. Alors, ce qu'on appelle enterré ad sanctos, au plus près du saint. Alors évidemment, si un saint à un endroit, eh bien, les reliques de Saint-Afrique, hein, c'est un saint de la région, eh bien, on pense que si on est enterré à côté de ces reliques, eh bien, on a plus de chances d'accéder directement au paradis. Donc ça, on le sait, on le retrouve très très bien lorsqu'on fouille des nécropoles mérovingiennes, carolingiennes, post-carolingiennes. Hein. En général, on a l'église, l'autel de l'église qui a reçu une onction particulière, hein, qui a reçu un sacrement, donc qui est un endroit sacré. Imaginons qu'il y ait une relique, et puis on a les tombes qui vont... Les plus anciennes vont être près, puis après on va voir les tombes s'enterrer, enfin se positionner dans l'axe et au plus près possible de la relique. Donc ça, c'est possible. Et puis à partir de cette époque, 9, 10, 11, 12, 13e siècle, ça dépend des endroits, hein, certains qui ont un pouvoir suffisant vont se faire enterrer carrément sous l'autel ou à côté de l'autel. Hein, c'est les seigneurs locaux. Donc ça c'est un grand classique. Également, un certain nombre de prêtres de l'église vont être enterrés dans les murs, ce qu'on appelle des enfeux, hein, des tombes qui sont collées au mur. Donc ça, c'est assez classique. Bon, on en a trouvé dans la région, hein, on a des tombes notamment à Saint-Cernin de Toulouse, hein, de ce type-là, avec de la noblesse locale. Hein. Donc ça en soi, ça n'a rien de particulier. En général, en revanche, ces tombes ne recèlent pas ou peu de trésors. Une chemise, peut-être une arme, peut-être un bijou, parce qu'à partir du 9e siècle, on enterre nu, on enterre sans vêtements, alors qu'avant on enterrait au contraire avec ornements et armes. Donc ça c'est un changement important. Donc, les nobles de temps en temps sont enterrés avec un petit peu de matériel parce qu'ils sont exposés. Donc ça, des tombes dans une église, c'est tout à fait classique. Des parchemins dans une tombe à côté, ça paraît quand même assez rare. Enfin, même chose, c'est des choses où on n'a pas d'autres cas. Enfin, je ne connais pas d'autres cas équivalents. Il doit y en avoir, hein, ça ne va pas être inexistant, mais ce n'est pas des cas réguliers. Donc on sait que jusqu'à l'arrivée du livre de Gérard de Sède, L'Or de Rennes, après la mort entre Béranger Saunière et Gérard de Sède, il y a donc Noël Corbu et Robert Charroux qui arrivent et font de cette histoire, refont la promotion et font de cette histoire quelque chose qui devient tout de suite extraordinaire. Mais jusqu'à ce moment-là, on est vraiment dans un trésor aurifère, matériel. Absolument. Et on sait que donc Gérard de Sède arrive avec son livre qui apporte des révélations, bien sûr avec l'appui de Pierre Plantard et Philippe de Chérizet. Et donc, quel est ce nouveau trésor qui nous est proposé dans l'Or de Rennes? Alors, là on part sur un côté totalement différent. Oui, parce que là, de toute façon, c'est à partir de maintenant que nous allons rentrer un petit peu dans tout ce qui est la pseudo-histoire, l'invention, la création de sources et de oui, faits. Là, on est au-delà de la pseudo-histoire. Voilà. On est dans la forgerie. On est avec Pierre de Plantard. Donc, allons-y. On est dans la forgerie au sens strict du terme. Forger, c'est vouloir dire inventer un faux, hein, créer un faux. Pierre de Plantard, qui le dit, hein, est une des sources de Gérard de Sède, hein, va effectivement mettre en avant l'idée que le trésor, donc Robert Charroux et Gérard de Sède vont fouiller avec Noël Corbu, on a des images, ils vont carrément fouiller avec du matériel moderne de l'époque, hein, dans le locaux, ils ne vont rien trouver.
va donc dire, mais non, vous ne cherchez pas la bonne chose. Vous ne cherchez pas la bonne chose, parce qu'en fait, le trésor, il est immatériel. Enfin, il n'est pas si immatériel que ça, mais le trésor, c'est un secret. Et c'est un secret qui mettrait à mal toute l'Église et la royauté française. Et Pierre de Plantard, évidemment, se met dans cette royauté française. Hein. Et il dit, en fait, le trésor essentiel, eh bien, c'est que l'Église, qui s'appelle Marie-Madeleine, est dédiée à Marie-Madeleine, que Marie-Madeleine était l'épouse physique du Christ, qu'ils ont eu des enfants, et que ces enfants ont été la lignée des Mérovingiens. Et que cette lignée qui aurait dû s'arrêter à la mort des derniers rois mérovingiens, des positions des derniers rois mérovingiens, Thierry IV, en 751, eh bien en fait elle s'est perdurée parce qu'un des rois qu'on croyait mort, Dagobert II, hein, aurait survécu à son assassinat et aurait donné une lignée secondaire magique, hein, duquel Pierre de Plantard serait évidemment le descendant, parce que c'est évidemment ça aussi un élément qu'il met en avant. Donc, double secret sur la vie physique de Jésus, qui serait arrivé en France, Gaule à l'époque, qui aurait eu donc une descendance, et puis secret sur l'usurpation carolingienne, capétienne de la couronne de France, et que la vraie couronne devrait revenir aux descendants des Mérovingiens. Alors, commençons par le premier. On connaît Marie-Madeleine dans un certain nombre de textes, essentiellement les évangiles. Elle est présentée comme étant une courtisane, prostituée, courtisane, en tout cas une femme qui n'est pas purement dans la religion juive de son époque, mais qui va jouer un rôle important auprès de Jésus, extrêmement important, être très proche de lui. Selon les évangiles canoniques, hein, donc les 4 évangiles, Marc, Luc, Matthieu et Jean, elle aurait été présente à la crucifixion, et ensuite, elle aurait continué une vie hein, après la mort de Jésus, après sa mort, la résurrection. Elle aurait été une des femmes à aller au tombeau, hein, justement, pour voir où en est le tombeau et apporter des baumes, et puis une de celles qui sera aperçue que le tombeau aurait été ouvert. Hein. Donc voilà le passage de Marie-Madeleine, et qui devient, au Moyen-Âge, la figure de la pécheresse repentie. De la pécheresse qui, touchée par la grâce de Dieu, fait un repentir sincère et devient une bonne croyante, une bonne chrétienne. Voilà l'image. D'autres évangiles, notamment des évangiles qu'on dit apocryphes, hein, donnent un rôle plus important à Marie-Madeleine. Hein, c'est notamment l'évangile de Philippe. Alors, évangile apocryphe, ça veut dire évangile qui n'a pas été retenu par l'Église de l'Antiquité du Moyen-Âge comme un évangile inspiré de Dieu. C'est pas ce qu'on appelle un canonique, hein, c'est-à-dire que les 4 canoniques auraient, selon la tradition, été écrits par des gens qui étaient proches de Jésus, qui auraient connu Jésus. Voilà. À une date précise. Les autres auraient été écrits effectivement aussi par des gens qui, d'après leurs écritures, l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe notamment, l'évangile de Marie, auraient été proches de Jésus, mais ne sont pas considérés comme aussi... Pas reconnus par l'Église, en fait. Alors, c'est plus comme ça. Ils ne sont pas reconnus comme étant vraiment parole divine. Parce que c'est après Vatican II, je crois que la version pour Marie-Madeleine diverge un petit peu. Tout à fait. Alors, ces évangiles, ce sont des évangiles qui montrent que, au cours de la fin du 1er et début du deuxième siècle, il y a des traditions dans le primo-christianisme qui sont différentes. Certaines de ces traditions sont touchées par un mouvement qui n'est pas un mouvement purement chrétien, mais qui est un mouvement qui gagne les cercles hellénistiques qu'on appelle la gnose. La gnose, c'est un mouvement dans lequel on indique que l'on peut atteindre le divin. Je simplifie parce que la gnose, c'est des courants extrêmement complexes, extrêmement variés, extrêmement difficiles à définir, mais on peut se rapprocher du divin par un enseignement particulier. Et cet enseignement, il faut l'avoir de manière spécifique, à travers des maîtres, à travers des lectures. Et certains de ces évangiles, notamment
ceux qui ont été découverts à Nag Hammadi, en Égypte, dans une bibliothèque assez particulière, montrent effectivement ce mouvement gnostique, cette gnos, cet apprentissage. Et dans certains de ces évangiles, on dit que Marie-Madeleine est l'épouse du Christ, enfin de Jésus. Et donc, pour certains, elle est l'épouse physique. Et ils avancent le fait que, dans la Judée du 1er siècle de notre ère, un homme de 30 ans non marié, c'est pas normal, c'est mal vu, c'est même très très mal vu. Bon, et que donc, forcément, il était marié. Et si l'évangile de Philippe dit qu'il est l'épouse du Christ, voilà, on a sa femme. Que s'ils ont été mariés, ils ont eu des enfants. Et que, alors, c'est là où ça devient compliqué, soit il n'a pas été crucifié, c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place, les gnostiques le mettent en avant, et donc il se serait échappé jusqu'en Gaule. Pourquoi en Gaule? Notre question. Soit, effectivement, il aurait réussi à retrouver Marie-Madeleine après sa crucifixion et il se serait enfui. Alors, cette histoire, d'abord dans les évangiles apocryphes, on parle d'épouse, mais rien ne nous dit qu'elle est l'épouse physique. Et on est dans des systèmes gnostiques, donc elle peut parfaitement être l'épouse mystique du Christ. Et le Christ en fait d'elle un vecteur de sa parole, dont ce mouvement gnostique particulier. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ça, on n'a pas d'éléments qui sont précis. D'autant que les évangiles canoniques ne parlent jamais de ça. Et au contraire, ils mettent l'image d'un Jésus qui n'a pas d'épouse. Bon. Le deuxième élément, c'est que cette histoire qui est liée à l'arrivée de Marie-Madeleine, de Marthe et de Marie en Europe, elle apparaît très tard, elle apparaît chez un moine italien qui s'appelle Jacques de Voragine, dans la légende sacrée, qui effectivement met en avant cet élément d'après la crucifixion, ces femmes auraient été placées sur un bateau, sans voile, sans rame, et qui magiquement seraient arrivées effectivement en Camargue, et puis ensuite auraient dérivé, et ensuite Marthe aurait réussi à Tarascon à détruire, à réduire la tarasque, qui est un animal maléfique qui mangerait les enfants. Enfin, on est là dans une construction de légendaire très intéressant, qui est parfaitement du XIIe, XIIIe siècle. On essaie de construire une légitimité. Alors, cette histoire de Marie-Madeleine, épouse du Christ, arrivant en Gaule avec Jésus, elle ne tient pas vraiment la route. Parce que, d'abord, on n'a pas que les évangiles qui nous parlent de la crucifixion et la mort du Christ, on a quelques textes romains qui nous le mettent en avant. Alors, ce n'est pas des textes très précis, évidemment. Le mouvement de Jésus... Après, surtout pour Gérard de Sède, c'est surtout Marie-Madeleine qui arrive en... Alors, c'est surtout Marie-Madeleine. C'est surtout Marie-Madeleine qui arrive avec Joseph d'Arimathie, tout ça. Absolument, absolument. Alors, cette histoire, encore une fois, de Marie-Madeleine et Joseph d'Arimathie et Marthe et Marie qui arrivent, c'est quelque chose qui est très tardif. Gérard de Sède tire de Jacques de Voragine, ça ne repose des éléments sur rien. Enfin, on n'imagine pas du tout que ces femmes auraient été sur un bateau et puis auraient traversé la moitié de la Méditerranée sans rame et sans voile et seraient arrivées là. Enfin, on est dans l'invention pure, on est dans le miracle pur, aussi belle que les reliques de Jacques, retrouvées à Saint-Jacques-de-Compostelle, alors qu'il aurait été exécuté en Palestine. Enfin, on a des choses qui fonctionnent absolument pas. Donc on est dans l'invention pure. Évidemment, Pierre Plantard, ce qu'il lui met surtout en avant, c'est de dire que cette descendance de Jésus, c'est les Mérovingiens, et c'est lui. Et c'est lui qui en a accès. Et donc, pour prouver cela, va inventer toute une histoire autour d'un prieuré qu'il appelle le prieuré de Sion, qui n'a jamais existé. Alors, il n'y a jamais eu de prieuré de Sion au sens strict du terme, enfin, il n'a jamais existé avant la création par Pierre Plantard. Et ce prieuré de Sion, garderait des initiés qui connaîtraient cette histoire et la protégeraient. Voilà, c'est vraiment cet élément-là, et le relie ensuite à d'autres éléments, notamment au Saint Graal. Tout ceci est pure invention de Pierre Plantard, qui va très loin dans cette invention, puisqu'il va créer des faux. Alors, il va avoir l'audace, si je puis dire, il faut être assez audacieux, de créer des faux et de les poser à la BNF en disant, voilà, j'ai retrouvé des documents qui attestent de ce que je dis. Les textes ont très vite été reconnus comme des faux, parce que... quel que soit le talent de Pierre Plantard là-dessus, l'écriture utilisée n'est pas la bonne, les textes
en latin ne correspondent pas à la manière dont on pratiquait le latin. On sait que si c'est les textes mérovingiens, ce n'est pas la bonne écriture. L'écriture de l'époque, c'est ce qu'on appelle la semi-onciale. C'est une écriture en lettres capitales assez particulière. Là, on est dans un truc mixte assez particulier. Donc, ça serait de la caroline, mais ça ne ressemble pas non plus à l'écriture caroline, qui est une écriture de l'époque carolingienne, ou de la post-caroline, qui est encore plus cursive. Surtout à l'époque, comme on manque de papier, de parchemin, puisqu'on écrit sur parchemin, essentiellement, et que le parchemin est cher, eh bien, on remplit vraiment les lignes, on se sert beaucoup d'abréviations. Là, les textes n'ont pas les abréviations classiques. Je montrais, il y a un moment marqué pro quelque chose. Pro, ça ne s'écrit pas en latin de cette époque. On fait P avec un signe au-dessus pour montrer que c'est pro. Ou père, c'est la même chose. On gagne de la place au maximum. Donc, c'est des faux qui sont tout à fait attestés. Donc, qui montrent qu'effectivement, là, on est dans la pure invention, que l'idée que Dagobert II aurait survécu. Alors, j'ai révisé avant les textes. Il y a 2 textes qui parlent de Dagobert II. Ce qu'on appelle le 4e continuateur de Frédéguerre, qui est un texte plus tardif, qui est à la gloire des Carolingiens, qui est un texte écrit dans les années. Qui reprend la suite d'un texte écrit au 7e siècle, mais qui est écrit au 8e siècle, et qui explique la transition entre la fin des Mérovingiens et les débuts des Carolingiens. Et puis, l'histoire franque. Le Liber Historiae Francorum, ces 2 textes sont très très courts sur Dagobert II, expliquent plus ou moins leur mort, ne disent pas forcément qu'ils ont été assassinés, même si c'est probablement le cas, font de Dagobert II un roi plutôt malfaisant. Alors c'est des textes qui sont écrits assez tardis, peu de temps après les événements, mais rien ne nous indique que ces rois auraient été enterrés à Rennes-le-Château, ou se seraient réfugiés à Rennes-le-Château. Et pour une raison également qui est simple, c'est que Dagobert II meurt en 679, ça, cette date est assez bien attestée, et qu'à l'époque, Rennes-le-Château, qui est au sud de Carcassonne, c'est une terre visigothique, c'est pas une terre mérovingienne. Qu'est-ce qu'il aurait été fait dans une terre visigothique ? Ça paraît très peu probable. Rappelons, pour finir, que les Mérovingiens, c'est des Francs, ils viennent de la région de la Belgique actuelle, ou de l'autre côté du Rhin. Donc ce n'est pas du tout des terres dans lesquelles ils ont des possessions, le Razès. Peut-être une dernière chose sur les documents que Pierre Plantard a confectionnés, et c'est faux, on sait aujourd'hui faux. Comment on fait à l'époque, en tout cas à l'époque de Pierre Plantard, pour déposer des documents à la BNF de cette façon ? La BNF, plutôt les Archives nationales, l'AN, qui dépend de la BNF, est un institut qui est chargé de recevoir tous les dépôts d'archives. C'est ça sa mission, c'est sa mission première, de les recevoir, de les archiver bien sûr, et de les mettre à disposition le cas échéant. Donc, par essence, ils vont tout recevoir. Si quelqu'un vient en disant, voilà, j'ai les lettres de mon grand-père qu'il a écrit à sa mère quand il était en Algérie, mais même quand il était, peu importe, voilà, eh bien, il va à la BN, aux Archives nationales, et effectivement, ce dépôt va être pris et va être entré. Donc c'est rentrer quelque chose en dépôt, c'est normal, c'est parfaitement logique. Et un certain nombre de personnages connus, politiques, économiques, artistes, peu importe, vont à leur mort, ou leurs ayants droit, vont déposer effectivement leurs archives aux Archives nationales pour qu'elles soient à disposition des chercheurs, du public. C'est les deux. On a accès assez facilement aux archives, les Archives nationales publiant des catalogues complets des archives. Donc, je ne sais pas exactement comment Pierre Plantard a fait, mais il est venu avec un élément, il a dit j'ai un dépôt à faire, et il a fait le dépôt. C'est assez classique. Évidemment, les Archives nationales vont travailler sur le dépôt. Ils vont regarder et essayer de l'authentifier, de le travailler. Alors ça peut être eux, ça peut être des chartistes, des gens qui viennent de l'école des chartes, qui travaillent là-dessus, et qui vont voir si ces dépôts sont des dépôts des vrais, des faux, des forges, des forgeries. Enfin, il y a plein de modèles. On reconnaît un document en histoire, donc un document écrit, comment on le critique, comment on le met en avant. On fait ce qu'on appelle la critique interne et la critique externe. La critique externe, en gros, je vais simplifier, mais c'est le support et c'est le type d'écriture. Si vous avez, par exemple,
un document qui dit dater du Xe siècle et qui est écrit sur du papier en Europe de l'Ouest, vous savez que c'est un faux. Le papier n'apparaît pas en Europe de l'Ouest avant le XIe, XIIe siècle. Voilà. Ça, c'est simple. Je veux dire, le support, là, est un élément précis. Le type d'écriture aussi va jouer un rôle important, voire la langue employée. Il y a des manières d'écrire la langue qui a changé, que ce soit la graphie ou que ce soit le style d'écriture. Voilà. Donc ça, c'est la critique externe. La critique interne, c'est analyser le document, son contenu, et voir si ce contenu correspond aux connaissances de l'époque. Si un texte du XIe siècle parle de la Tour Eiffel, voilà, on est sûr que c'est un faux. La Tour Eiffel n'existait pas au XIe siècle et il est impossible pour quelqu'un du XIe siècle de connaître la Tour Eiffel. Alors je prends un exemple très très gros, mais évidemment c'est un peu plus fin que ça. Si un texte, une charte de donation par exemple, indique un certain nombre de villages et qu'on sait par d'autres documents que ces villages n'existaient pas ou que ces monastères n'avaient pas été fondés, on sait qu'on a affaire à un faux et on sait qu'au Moyen-Âge, notamment les monastères pour garantir leur possession, mais parfois les seigneurs, ont forgé un certain nombre de documents. Et un des grands travaux des historiens, c'est justement de retrouver ces documents quand ce sont des faux ou que ce sont des documents authentiques. La langue joue aussi un rôle important. Certains mots sont employés et pas d'autres. Certains mots apparaissent ou disparaissent ou ont un usage particulier. Certaines formules également apparaissent, disparaissent. Donc tout ça permet de savoir si le texte est un texte authentique ou pas. Pour les textes de Pierre Plantard, très rapidement, il apparaît que les textes sont des faux. La graphie, je ne connais pas le support d'origine, mais la graphie, le contenu, tout ça ne correspond pas du tout aux connaissances de l'époque. Et puis, je ne sais pas comment Pierre de Plantard a expliqué comment ces documents lui étaient parvenus. C'est aussi un autre problème. C'est que si vous allez dans une vieille bibliothèque, dans un monastère, et que ce monastère n'a pas été ouvert depuis très longtemps, et que vous commencez à sortir tous les livres qu'il y a, et que de temps en temps, entre deux livres, vous trouvez un parchemin qui s'est glissé dedans, ou qui a été utilisé comme renfort, etc., ça, c'est une manière de montrer d'où il vient. Vous trouvez un livre qui n'a jamais été ouvert depuis très longtemps, ça peut arriver. Mais il faut quand même montrer d'où vient ce document. Là chez Pierre Plantard, je ne sais pas exactement comment il a expliqué d'où viennent ces documents. Donc on sait que Pierre Plantard développe ses théories, ses histoires un petit peu sensationnelles et tout ça, dans une époque, dans un contexte, dans une époque où ces récits peuvent prendre place, ce qui ne pourrait peut-être pas être le cas aujourd'hui. Alors, oui, on est dans un moment particulier. Alors, il parle quand même de choses qui, à l'époque, ne sont pas des choses super à la mode. Les Mérovingiens ou Marie-Madeleine sont pas, en fin des années 50, début des années 60, des sujets qui sont beaucoup revenus. C'est même plutôt, en tout cas pour Marie-Madeleine, lui qui va un peu les remettre en avant. Mais en revanche, il parle dans une période où il y a un grand nombre de travaux plus ou moins sérieux, plutôt moins que plus, qui apparaissent sur un certain nombre de sujets. On a des collections et des ouvrages, par exemple les éditeurs de Gérard de Sède, qui raffolent effectivement d'histoires de ce type-là. Un auteur comme Jacques de Mayeux va écrire sur les dracars en Amazonie ou l'arrivée des Vikings en Amérique du Sud. Bon, ça, c'est effectivement l'ère du temps. Il y a tout un pendant d'une fausse histoire, d'une pseudo-histoire qui se crée à cette époque-là et qui se met en avant. On a des auteurs d'ailleurs comme Robert Charroux qui publie en parallèle de Pierre Plantard des histoires tout à fait sensationnelles sur des anciennes civilisations et des choses comme ça. Tout à fait, on a effectivement, Robert Charroux est un des auteurs classiques, en Berlin, enfin il y a plein d'auteurs qui vont inventer des histoires. Pour certains qui en plus vont mettre en avant une critique de la science historique de l'époque, en disant que les historiens sont passés à côté de la réalité, mais qu'eux, grâce à leur intelligence et la manière dont ils observent les sources, ont réussi à comprendre et à voir la vérité du monde. Alors, Robert Charroux, c'est le cas d'école, parce qu'il a beaucoup publié. Il a publié sur ce que lui appelle la primo-histoire, une espèce d'histoire inventée qui a eu lieu il y a 100 000 ans, et dans lequel il met en avant la théorie des anciens astronautes. Mais on a plein d'autres choses autour de la race des géants,
autour de certains sites particuliers ou magiques. Enfin, on a plein d'histoires dans cet ordre-là. Les Templiers prennent une place assez importante dans ces histoires. Les Templiers font assez rêver. Eux sont à la mode dans les années 60-70. Voilà, c'est assez intéressant, notamment, encore une fois, Maurice Druon joue un rôle important dans Le Roi Maudit, parce qu'il met en scène le procès des Templiers, donc il remet cette période en question. Alors on sait que la pseudo-histoire, ou en tout cas les histoires alternatives, prennent vraiment un bel essor dans ces années-là, mais les histoires alternatives et la pseudo-histoire remontent plus loin. Oui. On peut voir déjà, par exemple, que Pierre Plantard était déjà un adepte de Paul Lecourt. Paul Lecourt, qui était un personnage, aussi très controversé. Tout à fait. Alors, la pseudo-histoire, par pseudo-histoire, on entend une histoire fausse, parallèle à l'histoire telle que les sources et les méthodes de travail le permettent de le créer. On peut considérer que la pseudo-histoire n'est en même temps que l'histoire. En gros, deuxième moitié du XIXe siècle, on commence à avoir déjà des récits pseudo-historiques et des récits historiques en parallèle. Très souvent, la pseudo-histoire a pour objectif de redonner une explication globale à l'histoire du monde, de manière générale, parce que l'histoire classique met à mal le récit qui est issu de la Bible. C'est ça, je simplifie encore une fois, mais c'est un peu l'idée. Et effectivement, à part des années 1880-90, autour de la théosophie, autour de l'anthroposophie, autour de mouvements divers et variés, on va avoir des créations d'histoires parallèles qui sont très fondées sur l'idée d'une histoire spirituelle que l'historien, qui aurait échappé aux historiens. Voilà, c'est ça qui est mis en avant. Et on a un groupe particulier qui se fonde en 1926-1927 autour de l'Atlantide, autour du groupe Atlantis, dans lequel Paul Lecourt effectivement joue un rôle très important, et qui cherche à montrer que l'Atlantide est une réalité, d'une part, et que cette Atlantide porte en elle les racines de la chrétienté. C'est ça un peu le schéma directeur. C'est assez vaste, assez compliqué, mais c'est ça un peu le schéma directeur. Et de dire que, eh bien, on retrouve cette existence de l'Atlantide et cette succession Atlantide-chrétienté, à travers un certain nombre de monuments particuliers ou à travers un certain nombre d'usages mathématiques ou de chiffres particuliers qui sont mis en avant, ou de certains signes spécifiques. Ce groupe Atlantis va publier un journal, Atlantis également, dans lequel les numéros vont parler de cette pseudo-histoire, de cette histoire particulière, notamment des Templiers. Les Templiers sont parfaitement évoqués dans ces récits. C'est très foisonnant, c'est très intéressant comme élément. Aucune méthode, on est très souvent dans des empilements de faits qui n'ont pas grand-chose à voir, ou des interprétations spirituelo-mystiques qui sont assez peu réalistes. Beaucoup d'anachronismes dans cette manière de présenter, mais c'est parfaitement ce type de groupe, et ce type de groupe, on le sait très bien, parce qu'on connaît le personnage, a influencé fortement Pierre Plantard, qui s'en est rapproché et qui a été lecteur de ces groupes-là. C'est d'ailleurs que Paul Lecourt, donc un instigateur de ce groupe Atlantis, a publié donc de multiples histoires sur divers sujets comme l'ère du Verseau et tout ça. Et on est même arrivé à des conclusions sur la civilisation égyptienne, qui ont été d'ailleurs repris très récemment par quelqu'un qui a repris un peu les travaux d'Atlantis, qui était Jacques Grimaud, qui est arrivé jusqu'à livrer des théories qui remettent là aussi en cause toute l'histoire. Oui, alors il faut essayer de reprendre un peu l'élément. Paul Lecourt joue un rôle très important chez Atlantis, de la création d'Atlantis, donc 26-27, il y a deux dates en fait, parce qu'il y a deux moments, jusqu'à 45. Après 45, on lui demande de se mettre un peu en retrait. Il est plutôt proche de la collaboration, donc on lui demande de se mettre un peu en retrait d'Atlantis. Il publie, mais c'est plus lui qui prend la position importante. C'est François Dupuy-Pacheran qui va ensuite prendre plus la direction de ce groupe-là, avec des gens comme Jean Fauré. Il va être proche également
de Schweitzer de Lubitsch ou de Charles Funkellet. Hein, tous ces gens-là vont publier là-dedans, dans cette revue. Hein. On a des publications encore d'autres auteurs dans ces groupes-là. Et effectivement, ces publications, notamment autour de la question égyptienne, vont être reprises tardivement, années 90, années 2000, par Jacques Grimaud, qui va en faire ce que lui appelait la révolution des pyramides, qui n'est qu'une synthèse parfois brouillonne de ces travaux d'Atlantis, dans lequel il essaye essentiellement de tirer des éléments mathématiques ou de chiffres particuliers une révélation, un élément spécifique. Il y a dans cette histoire à la fois l'idée d'une civilisation ancienne, mais qui aurait perduré dans des monuments, l'idée d'un groupe capable de suivre cette civilisation ancienne et de s'approprier ses connaissances, donc un groupe un peu supérieur hein, qui aurait ces connaissances, et puis l'idée d'une révélation, on nous prépare un futur. Voilà. C'est parfaitement le schéma qui se met en place dans cette pseudo-histoire. Très souvent, la pseudo-histoire joue sur ces critères-là. Hein. Elle a à la fois une absence de méthode, elle joue sur l'émotionnel et sur l'empilement de données en disant « Ah, mais vous ne sentez pas la spiritualité, mais si, quand vous êtes dans la pyramide, vous sentez que les chiffres sont autour de vous, etc. etc. » Et elle a un agenda intellectuel, politique, etc., qui est de préparer un monde futur qui sera forcément meilleur et dans lequel les gens qui sont initiés à cette pseudo-histoire, évidemment, joueront un rôle important. C'est pour ça que je trouve ça très important de dire que l'histoire apprend aussi d'elle-même, elle évolue, elle se construit, elle se cadre par elle-même, de par les études, de par les méthodes de ce qu'on met en place. C'est vrai qu'on en apprend énormément avec les historiens et toutes les personnes qui gravitent autour de ces historiens pour combler un petit peu les trous de notre histoire, pour arriver à nous livrer un récit cohérent et souvent moins fantasmagorique que celui de la pseudo-histoire. Et la pseudo-histoire, elle régit selon ses propres règles, qui est celui du rêve, de la remise en question, d'une autre vérité. Et donc, c'est deux courants qui évoluent en même temps, parallèlement, mais qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est un peu l'huile et l'eau, hein, c'est pas mélangeable. Hein. D'abord parce que leurs buts sont différents. L'histoire, l'archéologie, l'histoire de l'art, c'est l'étude des sociétés anciennes. C'est ça qu'on cherche à comprendre. On cherche à comprendre comment fonctionnaient les sociétés anciennes, que ce soit au niveau social, au niveau politique, au niveau économique, au niveau religieux, au niveau spirituel. C'est ça le plan d'étude. Donc on descend sur l'homme, on descend sur le fonctionnement d'un village, le fonctionnement d'un royaume, les effets d'une innovation technologique. Enfin, tout ça c'est le travail. La pseudo-histoire, elle cherche non pas à s'appuyer sur les sociétés, mais sur une vision globale du monde. Donc c'est quelque chose de totalement total. Les pyramides ont été construites par les Atlantes, les Atlantes ont existé, et les Atlantes vont revenir pour reprendre le contrôle du monde. On est sur quelque chose de complètement globalisant. Ensuite, il y a le problème des méthodes et puis des sources. L'historien s'astreint à des méthodes scientifiques, de critique des sources, de collecte des sources d'abord, de critique des sources, de mise en avant et de présentation de ces sources, et puis de contrôle par les pairs. Quand on écrit un article, quand j'écris un article, il est relu par d'autres historiens et qui vont me dire attendez, là vous faites dire ça à cette source-là, bon, c'est pas forcément bon, peut-être que vous devriez réfléchir à ça. Voilà, bon. Et évidemment, c'est ça qui permet d'avancer. On avance de ses erreurs, on n'avance pas de ses réussites, parce que ça, bon, voilà. Et l'historien va se remettre en cause. Quand on fait une erreur, on reprend le papier, on dit, tiens, peut-être que... Ou alors, on arrive à avoir une source supplémentaire qui m'aide de dire, en disant, voilà, vous m'avez dit que ça ne fonctionnait pas, mais moi j'ai ça en plus, qui me permet d'assurer mon hypothèse et de la rendre plus valable. La pseudo-histoire, elle ne fait pas comme ça. La pseudo-histoire, elle part de la conclusion, l'Atlantide a existé, et elle cherche tous les éléments. Je prends cet exemple-là, hein, parce qu'on reste dans le groupe Atlantis. L'Atlantide a existé et cherche tous les éléments qui permettent de corroborer l'existence de l'Atlantide. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas toutes les sources, ils ne prennent que les sources qui vont dans leur sens. Et quand on leur dit, oui mais attendez, vous ne prenez pas cette source-là. Vous dites que l'Atlantide existait, mais il y a un problème, c'est que
dans le Timée ou dans le Critias, par exemple, hein, le dialogue entre les trois personnages, il n'aurait jamais pu exister. Ces personnages ne peuvent pas être au même endroit au même moment. Voilà. C'est pas compliqué, hein, c'est physiquement impossible, ils appartiennent au monde grec, mais il y en a un qui est en Sicile, les deux autres sont à Athènes, et les deux qui sont à Athènes, ils ne vivent pas tout à fait au même moment. Donc ça ne fonctionne pas. Et vous dites, ah oui, mais non, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que Platon nous dit que l'Atlantide existe. Oui, ça, c'est un vrai problème. Il est évident qu'un historien, il va commencer par se dire, bon, un des problèmes que l'on a sur le texte de Platon, et qui nous montre que Platon invente un mythe pour des raisons qui sont précises, hein, et ce n'est pas la première qu'il le fait, c'est que justement, il donne à la fois un vernis de véracité, tout en nous montrant par d'autres codes que ça ne peut pas fonctionner. On est vraiment dans cette construction du mythe. Et là, entre l'historien et le pseudo-historien, la différence est énorme, parce que le pseudo-historien part sur les faits que ça existe pour la ligne et qui va chercher que les éléments des récits de Platon qui montrent que l'Atlantide existe, alors que l'historien va analyser tout le texte et dire, bon, le récit est très intéressant, mais un certain nombre d'éléments montrent que ce récit est forcément inventé, et donc, il faut comprendre pourquoi Platon écrit ce récit à ce moment-là, qu'est-ce qui le sous-tend, qu'est-ce qui le contextualise. Donc on voit que du coup, l'histoire, en tout cas celle qui est racontée par le monde scientifique et les historiens, ne fait pas forcément rêver, que la pseudo-archéologie appelle d'autres sentiments, les croyances, nos convictions véritables, et ce qui donne lieu des fois à certains auteurs de créer des romans qui s'inspirent d'histoires. Et on peut voir d'ailleurs le Da Vinci Code qui arrive en point d'exergue sur l'histoire de Rennes-le-Château et qui reprend un petit peu les premiers travaux de Gérard de Sède et de Pierre Plantard, qui se suivent par ceux de Henry Lincoln, L'énigme sacrée, pour arriver à ce roman et ce film de Da Vinci Code qui a énormément fait vendre et qui du coup était pour certains une histoire vraie. Voilà, ça c'est assez intéressant parce que Dan Brown ne se cache pas d'avoir écrit un roman, hein. Il ne se cache pas de s'être inspiré d'un certain nombre de faits de Gérard de Sède, notamment. Hein, certains personnages, c'est moitié codé. Hein. Il y a un nom sonnière qui apparaît au départ. Enfin bon, tout ça est précis. Et effectivement, Dan Brown écrit un roman. Il a considéré qu'il n'a pas plagié Lincoln. Hein. Il y a eu un procès entre Lincoln et Dan Brown que Dan Brown a gagné. Bon. Donc ça montre qu'il est vraiment sur une autre sphère. Mais effectivement, certaines personnes vont dire « Ah oui, mais en fait, il dit que c'est un roman, mais en fait, c'est la réalité, et je veux le croire que c'est la réalité. » On a d'autres auteurs, hein. Anton Parks fait la même chose, en écrivant à la fois des romans et ce qu'il appelle des essais, qui sont sur le même modèle, hein, de l'arrivée de groupes extraterrestres qui auraient formé en Mésopotamie l'humanité et qui auraient créé la civilisation. On est là dans deux branches différentes, et vouloir croire qu'un roman c'est la réalité, c'est la croyance pure. Je veux dire, bon. Et puis surtout, c'est déplacer ce qu'est la recherche, pardon, c'est déplacer ce qu'est la recherche historique de la recherche romanesque. Qu'est-ce qui va différencier un travail scientifique d'un roman sur le même sujet? C'est que le roman, il va dérouler une histoire avec un contenu particulier. Un travail scientifique va s'appuyer sur des sources, et va citer ces sources, et va dire, voilà, je pense que Rennes-le-Château n'était pas une grande cité visigothique telle que nous présente Gérard de Sède, parce que Notitia Galliarum, concile de Tolède, et ça montre toc, toc, toc. Voilà. Et comme ça, celui qui va reprendre ce document va dire, ah oui, effectivement, c'est là solide, va peut-être chercher d'autres sources, et va se rendre compte qu'il n'y a pas d'autres sources qui peuvent attester de la puissance ou de la force de cette ville-là. Alors, de dire que ça ne fait pas rêver, disons que c'est vrai que lorsqu'on regarde des ouvrages un peu durs, hein, je veux dire, des ouvrages qui sont vraiment des essais, qui essaient de faire avancer des thématiques, qui posent des hypothèses, qui mettent en avant des problématiques, c'est pas toujours des choses faciles à lire. Mais il y a plein d'autres choses en histoire qui font parfaitement rêver, il y a plein de sujets qui font rêver, et il y a plein d'ouvrages qui sont écrits par des historiens qui permettent de donner justement une dimension de rêve, et de rêve du quotidien. Parce que
la pseudo-histoire joue effectivement sur l'émotionnel, sur le spirituel, sur le mystique. Bon, les gens qui cherchent ça vont y trouver là-dessus. Mais l'histoire, elle, va faire rêver sur autre chose, sur le quotidien, sur raconter l'histoire, parce qu'on a de temps en temps des dossiers qui permettent de raconter l'histoire d'un personnage qui a eu un procès, qui l'a perdu, qui l'a gagné, qui s'est marié, qui a divorcé, donc de donner quelque chose de très concret, de très humain à l'histoire. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Donc on sait que voilà, malheureusement, l'histoire telle qu'elle est racontée par les historiens et les scientifiques ne livre généralement qu'une version. Enfin, en tout cas, s'adhère à livrer une version, en tout cas exacte, et puis qui essaye de résumer au mieux notre passé. La pseudo-histoire, elle, en parallèle, cultive de milliers de branches qui offrent de multiples explications à des tas de phénomènes. On pourrait parler des ovnis, de la construction égyptienne, des contacts extraterrestres, de ceux qui sont des êtres de lumière, et j'en passe, bien évidemment. Tous les parallèles de la pseudo-histoire ne sont pas tous aussi dangereux. Alors, alors, si on pouvait dire le problème principal de la pseudo-histoire, c'est la remise en question du travail scientifique. C'est ça le premier problème. C'est que les pseudo-historiens pensent avec un travail souvent assez bâclé, voire très faible, donner une version complète du monde, alors que les historiens s'efforcent de travailler sur des sources et de dire que de toute façon, une version complète du monde, c'est impossible. Un historien aussi bon qu'il soit, aussi fort qu'il soit et autant de temps qu'il ait, peut jamais épuiser totalement un sujet. Ou alors s'il épuise, c'est qu'il n'a pas de source. Hein, je veux dire, mais le temps de lire les sources, de les croiser, de les recommencer, de prendre un angle puis un autre, etc., c'est très long. Donc ça, c'est le premier problème, il est là, c'est que les pseudo-historiens disent « nous, on a raison, les historiens ont tort ». Donc il y a une remise en cause de la science, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère de post-vérité, hein, qui joue sur la défiance des sachants, des universitaires, des savants, de ceux qui travaillent, et en mettant en parallèle, en disant que l'opinion de quelqu'un vaut autant que les recherches d'un savant. Ce qui évidemment pose problème, parce que dans certains domaines, c'est difficile. En histoire, un amateur d'histoire qui travaille bien peut arriver à des niveaux tout à fait extraordinaire, enfin, du niveau d'un très bon universitaire. Enfin, ce n'est pas un problème, parce que c'est une science dans laquelle il faut du temps, de la méthode, etc. Mais bon, il faut appliquer la méthode. Évidemment, c'est plus difficile en physique nucléaire ou en médecine, où là, il faut en plus des appareils. Mais très souvent, les pseudo-historiens remettent en cause le travail des historiens en disant ils n'ont rien compris, ils ne voient pas la dimension spirituelle, ou ils ne savent pas lire les chiffres, ou de toute façon, ils ne sont jamais sur le terrain, ce qui est rarement, enfin, ce qui est le plus souvent faux. Et donc ça, c'est ce premier danger qui est mis en avant. Alors effectivement, comme il joue sur une histoire millefeuille qui s'adresse à tout et en fait à rien, eh bien, ils peuvent séduire comme ça. Vous arrivez sur un certain nombre d'objets, prenons les grottes de Barabar, qui est un objet assez bien connu. Ou un autre exemple peut-être plus parlant pour le public. Prenons Tiwanaku ou les pyramides d'Égypte, enfin c'est des classiques. Hein. Prenons les pyramides d'Égypte qui est un grand classique, hein, pour des raisons assez évidentes de connaissance de l'Égypte et de représentation facile. Bon. Les gens qui vous expliquent que les pyramides d'Égypte sont des centrales à énergie, hein, c'est la thèse de Christopher Dunn par exemple, hein, vous donnent, et ils vous disent, mais parce qu'à l'époque déjà, ils avaient l'énergie libre, les travaux de Tesla étaient connus, les lasers découverts, ça permettait d'alimenter un univers extraordinaire, de déplacement des masses, etc. Effectivement, ça fait rêver, puis ça renvoie à des films hollywoodiens. Et donc évidemment, ça donne envie, ça donne à rêver, et ça donne une explication facile, entre guillemets. Hein. Maintenant, on sait à quoi servent les pyramides, c'était forcément quelque chose, non seulement facile, mais parlant. Parlant parce que ça parle à aujourd'hui. Énergie, pétrole, électricité, les gens savent de quoi on parle. L'historien, sur les pyramides, lui, ce qui va l'intéresser beaucoup plus, c'est comment un État, une administration a réussi à concentrer un nombre de travailleurs suffisant pour monter en place
un chantier pour construire des pyramides, comment il s'est organisé, comment il a réussi à avoir l'adhésion des groupes de population qui sont là. Alors, parler comme ça fait moins rêver, mais quand on rentre dans le détail, ça devient assez fabuleux. C'est assez fabuleux quand on travaille par exemple sur les villages d'ouvriers des pyramides, où on se rend compte qu'il y a tout un système administratif qui est là. Et il suffit de faire des parallèles un tout petit peu intelligents en disant, tiens, il y a tout un système qui ressemble à nos administrations habituelles, et puis il faut alimenter les gens en pain, en oignons, en bœuf, comment ça fonctionne. Enfin, un quotidien qui est fort. Et je pense que les historiens ont la capacité et les moyens justement de montrer que ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire de comprendre et de projeter dans le passé. On voit que la pseudo-histoire, malheureusement, en ayant des adhérents qui se projettent dans ces récits mystérieux, remettent déjà en cause le monde scientifique, mais vont bien au-delà du monde scientifique. Ils remettent même en cause parfois le système sociétal dans lequel ils se trouvent, où ça peut conduire à des dérives comme, par exemple, remettre en cause le vaccin contre le Covid, ou peut-être des conspirations liées à l'État, ou des choses comme ça. Mais est-ce que l'histoire de Rennes-le-Château est, elle, si dangereuse? L'histoire de Rennes-le-Château, elle est très dégonflée aujourd'hui parce qu'il y a eu pas mal de travaux dessus et surtout on n'a rien trouvé. Les fouilles sont interdites aujourd'hui sur la commune, mais personne n'a jamais rien trouvé à Rennes-le-Château. Donc, entre guillemets, le gâteau s'est dégonflé par lui-même. Ce qui est dangereux dans Rennes-le-Château, c'est plutôt les liens que font certains avec le lieu et des mystiques qui sont inventés. Les cathares, Marie-Madeleine. Bon. Si on apprend demain que effectivement Jésus avait pour épouse Marie-Madeleine et qu'il a eu des enfants, très bien, pour les historiens, ce serait une nouvelle tout à fait remarquable. Pour l'Église, c'est notre problème, mais ce n'est pas le problème des historiens. Bon. Le problème, c'est que ça s'appuie sur rien du tout. Donc on entretient une espèce de légende autour de cette histoire-là en se disant on vous cache des choses. C'est ça le danger, hein, on vous cache des choses. La réalité que vous croyez n'est pas la réalité. Et l'histoire devrait être autrement si les puissants, les élites n'avaient pas caché tout ça ou n'avaient pas évité que les Mérovingiens continuent à régner sur la France, qui à l'époque n'était pas la France. Enfin, c'est ça qui est dangereux et qui est entretenu. L'autre élément qui peut paraître dangereux, c'est de maintenir des sujets sur lesquels on sait que c'est faux. Je pense par exemple au Qatar. Dans les années 50-60, on a l'idée de cette religion cathare ancrée contre laquelle l'Église de Rome lutte de manière importante, bon, et qui a permis de se dire il y a une Église parallèle et peut-être que c'est ça la vraie Église et que l'autre Église est une Église de Satan, enfin, etc. Donc ça va dans des dérives parfaitement sectaires hein, dans ce côté-là. Dans ce côté-là. Il y a des gens qui vont se dire moi je suis un néo-cathare, j'ai trouvé la vraie Église, venez vers moi, donnez-moi tout votre argent. Donc ça, c'est ça qui est peut-être aussi le danger de Rennes-le-Château. Donc pour finir, on sait que Rennes-le-Château, aujourd'hui, pour ceux qui s'y rendent durant les temps forts, c'est-à-dire pendant l'été, fin juillet, début août, où tous les chercheurs se retrouvent et exposent des arbres alors inconnus pour le grand public, hein, où certains disent que à Rennes-les-Bains se trouve le tombeau de l'Atlantide, et encore que sais-je sur cette histoire de Rennes-le-Château. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir de Rennes-le-Château? Je ne connais pas le maire de Rennes-le-Château, je ne connais pas les gens qui sont sur place, mais on peut imaginer que pour Rennes-le-Château, c'est quand même une activité estivale qui doit leur permettre d'avoir du passage et de l'activité économique. Maintenant, le danger qu'il y a à terme, et on l'a vu dans d'autres endroits comme Garage notamment, hein, c'est de se retrouver avec des groupes mystiques qui vont s'emparer du lieu, qui vont expliquer qu'eux seuls savent ce qu'il faut faire, ou conserver des endroits, et en faire une espèce de terre de conflit pour Rennes-le-Château. Ça pourrait être ça qui pourrait être problématique. Maintenant, encore une fois, Rennes-le-Château est l'exemple même de l'endroit qui est un petit village du Razès perché sur une montagne et qui va attirer toutes les théories pseudo-historiques dans tous les sens, hein, qui va faire venir du monde, et qui va devenir une espèce de centre presque de curiosité, voire de foire. Ok. Bon, mais merci Alexis pour cette interview. C'est avec grand plaisir.